Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Donc bonjour à toutes et à toutes et à tous plutôt. Merci d'être avec nous pour ce webinaire donc co-organisé avec de Make Sense, Little Big Impact et l'école Être, ainsi qu'Anciela et l'Institut Transition. Donc dans ce webinaire, on va tenter de vous donner toutes les clés pour réussir votre évolution professionnelle vers un métier de la transition écologique et solidaire, un métier qui sera en cohérence avec vos valeurs et qui fera sens pour vous. Donc, dans un premier temps, je vais faire la présentation des intervenants et intervenantes. Et puis après, on enchaînera avec le vif du sujet. Donc, dans un premier temps, sur comment trouver sa voie et être utile pour la transition. Puis, comment se former. Et enfin, on terminera par comment trouver une opportunité professionnelle. Donc en fait, on a pensé ce webinaire comme un cheminement, donc le cheminement qu'on parcourt quand on cherche à évoluer professionnellement. Parce que ça passe pas d'un travail à un autre généralement, il y a tout un parcours qui se passe et donc c'est important d'identifier ces différentes étapes pour pouvoir le faire sereinement. Donc du coup, c'est parti pour les présentations. Donc je vais commencer par moi. Donc je m'appelle Maëlle. Je coordonne la communication de l'Institut Transition. Et donc, comme vous le voyez, je vais animer ce webinaire de ce midi. Donc, c'est le premier webinaire que j'anime. Donc, j'espère que vous serez pas trop, vous serez indulgents si j'ai des petits bugs. Merci Laura pour ton soutien. Donc voilà, justement, Laura, on va commencer par toi. Donc, tu es une des cofondatrices de Little Big Impact, qui a été créée en janvier 2020 donc pour accompagner les personnes et les organisations dans leur changement, dans leur transition écologique. Et donc, vous proposez notamment un programme qui s'appelle Cap Positif et qui a un bilan de compétences pour trouver un projet ou un travail avec un impact positif. Donc ensuite, je vais présenter Frédéric, si tu veux allumer ta caméra. Je sais pas si tu l'as allumée. Enfin, en tout cas, moi, je ne te vois pas. Voilà, merci. Donc Frédéric, qui est le directeur de la fondation Être, donc qui veut dire École de la transition écologique. Donc c'est un réseau d'écoles de la transition écologique qui touche majoritairement un public jeune, souvent en décrochage scolaire. Et donc le but, c'est de les remobiliser dans un projet d'avenir en les sensibilisant aux enjeux de la transition écologique et solidaire, mais aussi de les former donc à un métier technique pour trouver un emploi. Donc dans ces écoles, vous avez aussi de plus en plus de demandes de personnes en évolution professionnelle qui là sont généralement plutôt déjà bien diplômées et qui recherchent plus de sens dans leur travail et un peu ce retour à l'artisanat, aux choses manuelles. Voilà, des grandes tendances qu'on peut voir aujourd'hui. Donc maintenant, je vais passer à la présentation de Martin, donc qui représente aujourd'hui Anciela et l'Institut Transition. Voilà, on peut voir sa tête. Donc, il est président d'Antilla et cofondateur de l'Institut Transition. Donc, pour vous expliquer un peu ce que font ces deux structures, donc Antilla est une association qui a pour mission de susciter, encourager et accompagner les engagements et les initiatives citoyennes donc en faveur d'une société écologique et solidaire. Donc, elle est basée à Lyon et agit, on va dire, à Lyon et ses alentours. Et donc cette association Ancilla a cofondé l'Institut Transition avec aussi d'autres personnes engagées dans la transition écolo et solidaire à Lyon. Donc ça c'était en 2019 que l'Institut a été fondé. Et donc le but de l'Institut Transition, c'est de former et accompagner les personnes qui souhaitent évoluer professionnellement et mettre leurs compétences au service de la transition écologique et solidaire. Donc l'année dernière, il a accueilli ses deux premières promos en septembre, les promotions donc, du programme Nouvelle Voie. Donc c'était une cinquantaine de personnes cette année qui ont été formées et accompagnées pour évoluer professionnellement. Et enfin, je passe
au dernier intervenant, donc Nicolas, qui est responsable développement chez Job de Make Sense. Donc Job est une plateforme développée par Make Sense qui propose des offres d'emploi dans les structures de l'ESS ou dans les structures à impact. Elle référence aussi depuis plus récemment des programmes ou des formations pour que les personnes en évolution professionnelle trouvent une structure qui puisse les accompagner au mieux dans ce cheminement. Donc l'idée de Job et notamment de la plateforme Make Sense, c'est vraiment de pouvoir accompagner, aider les gens tout au long de leur cheminement, soit en trouvant un travail, soit en trouvant une formation. Voilà. Et ben pour les présentations, c'est terminé. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc avec la première partie, donc comment trouver sa voie et être utile à la transition. Donc en fait, si on est là aujourd'hui, donc vous comme moi et comme nous, c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de personnes en fait qui s'interrogent sur leur vie professionnelle, notamment avec une prise de conscience grandissante des crises écologiques et solidaires que nous traversons. Et puis on peut parler aussi de la crise sanitaire liée au Covid-19, même si on a l'impression que on est sur la fin. Mais bon, il y en aura peut-être d'autres à venir. Donc cela, en tout cas, a encouragé ces questionnements et a amené donc nombre d'entre nous à se poser des questions sur le sens de notre travail ainsi que l'impact que l'on a au quotidien. Et on est de plus en plus à se demander en fait comment agir face à ces grands défis rencontrés par notre société aujourd'hui et comment utiliser notre temps et nos compétences pour la rendre plus écologique et solidaire. Donc pour commencer, je veux bien Martin que tu nous éclaires sur cette question de la quête de sens. Qu'est-ce que vous avez pu constater à Anciela au travers des personnes que vous avez croisées qui souhaitent agir, qui souhaitent montrer une initiative ou s'engager? Merci Maëlle. Alors, en quelques mots, ce constat que je vais porter, il est issu de notre expérience de terrain, c'est-à-dire que depuis, on va dire, 7-8 ans que notre pépinière d'initiative citoyenne existe, 7-8 ans qu'on organise des événements pour aider les personnes à s'engager dans la transition écologique et solidaire, on a croisé une variété de personnes qui, à côté de leurs engagements bénévoles, cherchent de leurs engagements dans une de nos actions qu'on appelle ambassadeurs du changement, cherchent à aller plus loin et pour autant n'ont pas envie de porter leur initiative et expriment une quête de sens professionnel, ont envie de basculer professionnellement. Et c'est sur des dizaines et des dizaines de rencontres de personnes qui nous ont témoigné avec leurs mots, avec leurs imaginaires, dans le cadre de leur parcours, cette quête que nous on appelle d'engagement, que je vais apporter un regard. Par ailleurs, à côté, avec Anciela Institute, on a monté un projet de recherche sur la quête de sens qui a donné lieu à un article rédigé par Fanny, qui, si elle n'était pas tout à fait débordée, serait avec moi, serait côté Anciela pour présenter cet article. Donc, ce que je vais partager participe aussi de cette recherche où on a rencontré environ 20 personnes qui avaient évolué professionnellement sur des entretiens un peu approfondis et 150 personnes qu'on a vues sur des entretiens dans leur évolution pro au moment où ils étaient en train de se poser les questions. Donc, je vais vous partager deux grandes idées. Une première qui est de vous partager autour du parcours, les parcours de ces personnes, et une deuxième qui va être de parler de ce qu'on appelle, nous, les quêtes d'engagement, dans laquelle on retrouve la quête de sens. Le premier ensemble d'apports, c'est le parcours de ces personnes qu'on a rencontrées. En fait, ce parcours, il est caractérisé par une idée qui est assez significative, c'est que c'est un parcours qu'on appelle de non-choix. C'est-à-dire que les personnes ont commencé leur vie professionnelle après des études supérieures et secondaires dans lesquelles leur parcours a été dessiné soit par un environnement familial qui les encourageait à prendre une destination, soit par un environnement scolaire et universitaire qui les encourageait à prendre une professionnelle qui avait destination, soit enfin par, on va dire, un imaginaire fabriqué de leurs différentes rencontres. Et au bout du compte, leur choix n'a pas été un choix qui a été motivé par des intentions profondes et personnelles, plutôt par une optimisation du parcours qui les a menés, s'ils étaient bons en maths, en école d'ingénieur, s'ils avaient
exprimer un certain intérêt pour les sciences humaines en école, en université ou à Sciences Po, s'ils étaient issus de parcours plutôt, de familles plutôt, on va dire, issus du commerce, de l'entrepreneuriat, etc., vers des écoles de commerce. Et qu'au bout du compte, on voyait que ce soit les cercles familiaux ou les cercles, on va dire, universitaires et scolaires, sont absolument déterminants et que les personnes arrivent dans le monde du travail à 21, 22, 23, 24, 25 ans, avec en fait un choix qui est assez plutôt entre des options qui sont déjà prédéterminées et qui est un choix qui est assez limité. Et il se trouve que ce parcours de non-choix, il va se confronter à la réalité, on peut dire à deux niveaux. Le premier, c'est, vous avez peut-être tous connu cette chanson « Passe ton bac d'abord », qui est dépassée aujourd'hui, hein, c'est passe tes études, enfin, passe ton master 2 d'abord, pratiquement, ou au moins passe ta licence pro d'abord, suivant les milieux dont on est issu, et après, aie ton CDI d'abord. Et donc, une fois que les personnes se retrouvent à avoir coché toutes les cases qu'il faut avoir d'abord avant d'avoir le droit de se poser des questions, mais elles se retrouvent quand même à se poser des questions et se dire merde, je suis peut-être pas en fait au bon endroit, quoi. Je suis un ingénieur travaux publics et en fait je me rends compte que c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, ou je me retrouvais à travailler dans des activités de commerce traditionnelles, bancaires ou autres, et en pratique c'est pas du tout ce qui m'accomplit, c'est pas du tout ce qui a du sens pour moi. Donc ça c'est le premier on va dire premier événement dans le parcours de non-choix, c'est la confrontation à il n'y a plus de choix après. C'est-à-dire qu'on on a coché toutes les cases et on commence à se poser la question de peut-être décider d'être auteur de son action et pas simplement choisir en fonction de critères prédéfinis. Et le deuxième, en fait, c'est un événement extérieur à nous, hein, qui est les drames écologiques et sociaux qu'ont rencontré nos sociétés ces dernières décennies, et c'est plus spécifiquement cette dernière décennie, qui en fait rend difficilement supportable aux personnes de ne pas être utiles, de ne pas participer activement à un monde meilleur, en même temps qu'ils sont à temps plein dans une activité qui leur semble pas particulièrement pertinente, pas particulièrement passionnante, pas particulièrement incarnée pour eux. Et souvent après la naissance d'un premier enfant, ou après un voyage, après une rencontre, après un épisode aussi on va dire, d'une confrontation à la maladie, donc des événements du parcours biographique ou des événements médiatiques comme la démission de Nicolas Hulot ou une canicule particulièrement dure ou un bouquin particulièrement inspirant, ces personnes se disent en fait il faut que je bouge, il faut que j'agisse, et la rencontre professionnelle, ces non-choix qui commencent à devenir difficilement compréhensibles, ils deviennent difficilement supportables parce qu'à côté, il y a des drames écologiques et sociaux qui nécessitent que nos qualités humaines, nos qualités professionnelles, notre engagement, notre énergie soient au service de quelque chose de juste, et a fortiori à partir du moment où on s'intéresse aux générations futures à qui on va transmettre notre monde, ça devient vraiment absolument nécessaire. Et donc apparaît en fait ce sentiment de devoir agir, de devoir être utile, de devoir participer, de devoir faire sa part. Et souvent, elle commence par un engagement associatif, bénévole, 2 heures. Chez nous, potentiellement devenir ambassadeur du changement. Donc là, on va agir auprès de ses voisins, de ses amis, de ses collègues à Lyon. Et on commence à avoir, voilà, se dire, en fait, si c'est possible, c'est un monde qui existe, avec des solutions, avec des opportunités d'action, et peut-être, pourquoi pas, des opportunités professionnelles. Et les personnes disent, en fait, je ne peux pas passer 2 heures de mon temps par semaine à agir pour la transition et 40 heures de mon temps à pas être utile, en tout cas pas autant que je souhaiterais, voire même parfois être nuisible, puisqu'il y a des personnes qui clairement ont des boulots nuisibles pour la société, en ce que leur activité professionnelle, leur activité dans l'entreprise fabrique de la merde, quoi. Enfin, si vous êtes dans certains types d'industries, c'est assez dur de se regarder et se dire ouais, ce qu'on fait, c'est vraiment utile. Genre, pour être le témoignage d'Isabelle qui travaillait pour une grande entreprise de machines à café, le jour où on lui a demandé de travailler sur son projet, sur un projet de machine à café Bluetooth qu'on peut activer depuis son lit, et que c'était le cœur de recherche sur lequel elle allait bosser pendant une année, elle a dit non, là, je peux plus, je me casse, quoi. Et en racontant ça, elle s'était retrouvée à provoquer un tsunami aussi auprès de certains de ses supérieurs qui étaient dans le même sentiment et qui disaient bah oui, mais on n'ose pas faire ce que toi tu fais, c'est-à-dire partir et aller à un endroit où être utile. Isabelle, qui est une des fondatrices de notre institut, Isabelle Huynh, que vous pouvez trouver sur Internet parce qu'elle a pas mal de vidéos où elle raconte son histoire et son parcours. Donc ça, c'est le premier ensemble que je voulais vous partager, donc le parcours. Et donc arrive à ce moment-là les quêtes d'engagement, donc le deuxième grand ensemble que je souhaite vous partager dans ce temps-là. Nous, on a estimé qu'en fait, vraiment de notre expérience, on a mis des mots dessus, on a travaillé dessus. C'est un truc ces quêtes, on a commencé avec 3 quêtes, puis 4 quêtes, puis 5 quêtes. Donc c'est quelque chose qu'on a artisanalement fabriqué
On n'est pas sorti des bouquins, même si les bouquins nous ont inspirés. C'est vraiment sorti de notre expérience de terrain auprès des gens qu'on a identifié, nous, 5 quêtes d'engagement. La première quête, c'est la quête de sens, celle qui est pratiquement toujours décrite dans les médias, qui évidemment est une quête pertinente. La quête de sens, c'est l'envie d'être en cohérence avec ses valeurs. Donc, c'est particulièrement vrai chez les personnes qui sont dans des boulots où les valeurs qu'ils portent ne sont pas mises en œuvre, voire sont contredites à chaque instant par leur action, comme dans le cas d'Isabelle, qui a des valeurs écolo et solidaires et qui se retrouve à fabriquer des objets qui sont, en termes d'impact écologique, négatifs, puisqu'ils ne servent strictement à rien et que du coup, ils ont des conséquences, on peut pas dire dramatiques, hein, c'est pas machine à café, ça n'a pas détruit le monde. Pour autant, loin d'être utile et mécaniquement des effets quand même sur le climat et la biodiversité qui sont réels. Donc ça, c'est la quête de sens qui va avec le mot de cohérence, quoi, se mettre en cohérence avec ses valeurs. Deuxième quête qui va avec, mais qui n'est pas exactement la même, c'est la quête d'utilité. C'est-à-dire l'idée de se dire, en fait, j'ai envie d'être utile concrètement. Je veux voir mon utilité. Je veux que mon action au jour le jour fasse petit à petit progresser la société pour une société écologique et solidaire. Vous avez des boulots où vous n'êtes pas forcément en contradiction avec vos valeurs. Je prends un exemple, quand j'arrive dans un cabinet dans un bureau d'études en environnement, vous avez des personnes, la quête de sens, elle n'est pas activée parce que leur boulot a du sens. Ils sont sur des diagnostics écologiques, ils sont sur l'accompagnement de collectivités territoriales. Par contre, quand vous parlez de quête d'utilité, ce que moi j'ai vécu en étant consultant en politique publique pendant une première période de ma vie, même si elle a été assez brève, c'est le sentiment que, par contre, on donne des conseils, on fait des rapports, on publie des documents, et derrière, il ne se passe rien. Je pense que c'est aussi un sentiment que certaines personnes, des ingénieurs qui travaillaient dans les bâtiments, la certification HQE, BBC, etc., partageaient, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient utilisés pour valider des trucs, utilisés pour confirmer des choses, pour étudier, pour des diagnostics, et derrière, ça ne changeait rien, ou pratiquement rien, en termes d'impact réellement écologique. Et ça crée la quête d'utilité, le sentiment de dire, non, c'est pas possible de pas agir plus. C'est aussi un truc qu'on voit chez les travailleurs sociaux, quand ils se retrouvent à remplir de la paperasse et de la paperasse pour prouver qu'ils font des trucs et que la moitié de leur temps, ils ne le passent pas sur le terrain à aider les gens qui en ont besoin. Forcément, là, le sens est toujours là, mais la quête d'utilité, elle va venir taper à la porte en disant là, c'est le moment de bouger parce qu'on peut être beaucoup plus utile. Troisième quête, c'est la quête de lien. Dans une société qui s'est beaucoup désolidarisée, au sens où on a confié la solidarité à des institutions et à des professionnels, dans une société aussi, on a beaucoup individualisé les tâches, où en fait on est assez détachés les uns des autres. On peut avoir plein de raisons pour lesquelles on a envie de vivre avec les autres des trucs chouettes, encourageants, stimulants, nourrissants, rencontrer des personnes qui nous ressemblent, rencontrer des personnes différentes, se nourrir en fait des autres. Et donc c'est une quête qui n'est pas forcément centrale dans la mise en action, puisque vraiment les deux quêtes qui vont être centrales dans la mise en action, c'est la quête de sens et la quête d'utilité, mais c'est une quête qui va être centrale dans la continuité de la mise en action. Si on ne trouve pas d'endroit où on a des gens qui nous nourrissent, qui nous apprennent, qui nous encouragent, qui nous reconnaissent, etc., à un moment donné, on s'appauvrit, on s'use et on n'y va pas. Par ailleurs, on a des personnes qui quittent aussi le monde traditionnel dans l'idée d'aller vers le monde de la transition parce qu'ils ont le sentiment que le monde professionnel traditionnel est dur, froid, pas accueillant, pas reconnaissant. Et ceux-là, souvent, quand même, on les met un peu en garde sur le fait que le monde de la transition écologique et solidaire, que ce soit le monde de l'ESS, de l'action sociale, de l'environnement, n'est pas un monde particulièrement sympathique non plus. Enfin, c'est un monde avec des êtres humains qui font comme ils peuvent, comme quand ils peuvent, avec un peu leur discours, leur vocabulaire, leur culture, leurs attitudes, parfois incompréhensibles, parfois compréhensibles. Et du coup, on ne va pas trouver un environnement bienveillant en allant dans le monde de la transition strictement. On trouve un endroit où on agit pour un monde meilleur, ce qui n'est pas exactement pareil. Troisième quête, c'est la quête qu'on appelle, nous, de découverte ou d'apprentissage, qui est une quête, en fait, qu'on voit pas mal chez les jeunes diplômés et qui, en fait, parcourt un peu toute la société malgré tout, qui est l'idée de dire, j'ai pas envie de m'arrêter dans mon boulot à un état végétatif où je progresse plus, j'ai fait le tour, j'avance plus, j'ai plus de nouveaux défis, voilà, je me confronte plus à cette idée que chaque jour peut m'apprendre quelque chose. Et du coup, je vais chercher à bouger. C'est assez proche de un mot qu'on emploie parfois qui est le bore out, quoi, l'équivalent du burn-out, mais version ennui, fatigue de ne pas avancer. Donc ça, c'est une quête qui est assez courante et qui pour le coup trouve assez bien écho dans le monde de la transition parce qu'il y a tellement de défis à résoudre qu'en fait on trouve plein d'endroits. Mais par contre, il faut bien choisir. Quand vous êtes en mode, moi je veux aller dans l'économie sociale et solidaire, c'est une bonne idée. Hein, enfin, je vous encourage à le faire. Mais si le but, si vous faites une formation en ESS pour devenir
pour aller dans la gestion administrative des entreprises de SS, vous allez retrouver la gestion administrative des entreprises de SS. Vous allez peut-être pas répondre à votre quête de découverte permanente, d'affronter des nouveaux défis, parce que vous êtes vraiment sur des fonctions support très strictes. Et que du coup, c'est important de se rappeler que dans une structure qui répond à plein de défis sociaux, il y a des postes qui n'y répondent pas, qui du coup sont extrêmement à cet enjeu-là et reprovoquer mécaniquement un sentiment d'ennui. Et puis la dernière quête, c'est la quête d'aventure qu'on retrouve très fort chez les entrepreneurs. La quête d'aventure, c'est vraiment une quête qui tient à une phrase, c'est être auteur de son action. Pas nécessairement seul, avec d'autres, mais se dire ma vie, c'est une aventure. Et j'ai envie qu'en fait, d'avoir le pouvoir sur cette aventure. J'ai envie de vraiment décider si on va à droite, si on va à gauche, décider si on s'arrête, décider si on va encore plus loin, on prend des risques. Et c'est un truc qui correspond bien en fait aux gens qui vont se lancer dans le monde de la transition, où on a des très petites structures qui vont de 2, 3 salariés à 20, 30 salariés et rarement davantage, où en fait on se retrouve avec plein de défis à relever et plein d'opportunités d'avoir vraiment du pouvoir de décision dans des équipes qui ne sont pas vraiment strictement horizontales, puisqu'il y a souvent des fondateurs et des fondatrices, il y a souvent un conseil d'administration ou des dirigeants. Pour autant, où en fait on peut vraiment avoir le sentiment d'être à leur côté, à vivre cette aventure, ou alors sinon de se lancer soi-même dans l'aventure entrepreneuriale comme on accompagne nous dans notre pépinière. Et là, on retrouve vraiment une perspective d'aventure pure et dure, puisqu'on est seul sur son petit bateau face à la mer. On peut aussi monter dans un bateau un petit peu plus grand avec un peu plus de monde dedans, mais où on a vraiment le sentiment de pouvoir diriger quand même un peu la destination. Voilà, cet ensemble-là des quêtes, des 5 quêtes, quête de sens, quête d'utilité, quête de lien, quête de découverte et quête d'aventure, forment en fait ce qui va amener les gens à se mettre en action. Généralement, ce n'est pas les 5. Souvent, il y en a une qui est particulièrement décisive. Quand il y a prise de conscience écologique et solidaire, c'est soit la quête de sens, soit la quête d'utilité. Et après, il y a des quêtes où on sait que les personnes, elles sont particulièrement sensibles dessus. Elles vont y être particulièrement attentives parce que c'est ce qui leur a particulièrement manqué pendant leur période professionnelle. Donc, quelqu'un qui dit, moi, ça fait 3 ans, 5 ans que je n'apprends plus rien. On sent qu'il va y avoir vraiment un enjeu pendant les premières années à apprendre beaucoup, à découvrir parce que elles ont envie de se nourrir. Une personne qui dit, moi, j'ai envie de retrouver un cadre dans lequel je suis en lien avec mes collègues, j'ai le sentiment d'agir avec eux. Elles vont être attentives à une équipe qui va bien correspondre à leur culture. Donc, dans l'accompagnement, de les aider à identifier l'endroit où atterrir, où c'est des personnes qui vont venir vraiment nourrir cette quête de convivialité, on va dire, cette quête de lien, et pas justement se lancer dans une aventure très entrepreneuriale où ils se retrouvent très seuls, ou se lancer en indépendant dans une activité X ou Y, où du coup on se retrouve aussi très seul. Donc c'est intéressant quand vous êtes en quête de sens, et en tout cas ce qu'on appelle de sens, donc nous en quête d'engagement, d'aller regarder les endroits qui vous semblent manquer en fait en miroir avec ce que vous vivez aujourd'hui, et pour voir ce qui est absolument nécessaire pour vous dans la définition, qui va dessiner entre guillemets là où les structures dans lesquelles vous pourrez aller. Et je m'arrête là pour ne pas trop déborder. Merci Martin, c'est parfait en termes de timing. Merci pour tous ces éclairages sur le parcours de non-choix, sur la quête de sens. J'espère que ça vous donnera quelques premières pistes de réflexion pour savoir où vous en êtes justement par rapport à ça. Donc maintenant, Laura, est-ce qu'au sein de Little Big Impact, vous avez un peu le même constat et comment en fait bien démarrer justement son évolution professionnelle pour avancer dans ce cheminement une fois que la quête de sens est bien en place et qu'on a très envie de bouger? Ok, c'est mieux avec le micro. Merci Martin et merci Maëlle. Ouais, en fait, nous, on partage totalement le constat que vient de faire Martin sur ces différentes quêtes, sur ce besoin d'alignement. Et donc, nous, quand on a conçu notamment le programme Cap Positif avec des coachs, avec des partenaires, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des clés, des étapes aussi de la réflexion par lesquelles il fallait passer. Donc, ce que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui, c'est de vous en présenter 6 clés de la réflexion qui sont pas forcément exhaustives, qui sont pas forcément dans cet ordre-là. Donc même si il y a évidemment un peu une logique, mais du coup c'est pas forcément quelque chose à faire pile comme ça avec un timing, mais c'est des questions à aborder, des sujets sur lesquels réfléchir pour votre transition à impact positif. Et je dis transition, qui est un mot un peu choisi parce que
disons que la reconversion, tout de suite, ça peut aussi faire un peu peur de se dire je vais repartir de zéro, pas forcément capitaliser sur les compétences que j'ai déjà acquises. Et donc, en fait, la transition, ça peut être au sein de votre métier faire différemment, ça peut être changer de métier. En fait, il y a plein de possibilités pour aller vers cet impact positif à travers sa vie professionnelle. Donc, c'est pour ça que je parle plus de transition que de reconversion. Alors, je voulais essayer de vous partager des slides juste pour vous aider un peu à suivre les cyclés. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Ok, est-ce que là, vous voyez ou pas? Oui, c'est Ouais. bon. On voit. Après, il faudrait mettre en plein écran. Enfin, moi, je le vois pas en plein écran, en tout cas. Tu le vois en comment? Tu le vois Euh, en petit en haut? je le vois sur ton Ah oui, Google. pardon. Ok, je comprends. Enfin, en mode lecture, voilà, c'est ça. C'est moi, j'ai pas mis Voilà, mode lecture. là, c'est très bien. Parfait. Ok, là c'est bon? Ouais. Super. Euh, donc, le premier point qui quand même me semble être vraiment le premier, c'est comme disait Martin, de faire le point pour vraiment voir quelle est l'origine du malaise aujourd'hui et qu'est-ce qui déclenche chez vous cette envie de changement, voire parfois cette urgence de changement pour vraiment mettre le doigt dessus. Et donc, Martin parlait de mise en cohérence. Et donc, nous, on parle aussi de besoin d'alignement. Et pour ça, on utilise chez Little Big Impact souvent la pyramide de Dilt, qui est justement un outil qui nous permet de comprendre comment on peut être plus aligné avec soi-même. Et donc, cette pyramide, elle est organisée en 6 niveaux logiques, qui sont des ensembles de processus qui vont influer les uns sur les autres de manière hiérarchique. C'est-à-dire que chaque niveau que vous voyez va influencer tous ceux du dessous. Donc pour rapidement vous les passer, vous allez voir que ça fait pas mal écho avec ce qu'on a dit sur les quêtes aussi. C'est que tout en haut, il y a le sens. Et donc le sens, c'est l'enjeu ou la cause qui motive nos actions ou nos comportements. Ensuite, on a l'identité qui est le sentiment d'unicité, en fait la représentation qu'on se fait de nous-mêmes. Puis on arrive sur les croyances et les valeurs, sachant que les valeurs font partie de nos croyances. Donc c'est plutôt des idées sur lesquelles on ne change pas facilement d'avis, qui sont vraiment enracinées dans notre personnalité. Puis on arrive là sur la deuxième partie un peu de la pyramide avec les capacités. Donc là c'est l'ensemble des compétences qui vous permettent d'avoir un certain comportement dans un environnement. Puis les comportements, ce que vous allez faire, vos actions, vos attitudes au quotidien, et enfin votre environnement, votre entourage, les lieux que vous fréquentez, les événements auxquels vous allez, etc. Donc je disais qu'il y avait un peu deux parties dans la pyramide, c'est que souvent il y a un peu un problème d'alignement. Ce qu'on voit le plus, c'est entre la partie sens, identité, valeur, et la partie ce que je fais concrètement, mes comportements, l'environnement dans lequel j'évolue. Et en fait, dans les comportements, c'est aussi les missions. En fait, c'est ce que vous faites au quotidien, au travail. Donc c'est pas forcément vous qui le décidez 100%. Et donc c'est pour ça qu'il y a souvent ce problème-là d'alignement. Donc aujourd'hui, c'est à vous de voir d'abord, de faire votre petit diagnostic sur quoi vous avez envie de travailler en priorité. Et si vous savez pas trop où chercher, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment d'écouter vos émotions. En fait, qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre vie vous rend plutôt fier, vous donne de l'énergie par rapport à des choses qui vous stressent, qui vous frustrent, voilà, où vous allez vous sentir mal dans votre journée. Donc c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens, à quel moment, et ça va peut-être m'aider à identifier ce qui me manque dans la pyramide. Et c'est très important de bien prendre le temps d'identifier le problème avant de se précipiter vers la solution. Ce qu'on voit souvent, et je vais vous partager mon expérience personnelle, c'est ce que moi j'ai fait pendant 5 ans, où j'ai changé 5 fois de boulot en 5 ans, parce que j'avais très mal identifié le problème. Moi, je faisais du marketing digital, du CRM très précisément, et je me disais, mais le problème, c'est le produit. Enfin, j'aime pas ce que je vends, ça me saoule de vendre du dentifrice, etc. Et après, j'étais allée faire la même chose, mais dans les voyages. Et les voyages, c'est vraiment ma passion. Et donc, je me suis dit, bah là, ça va être super, du marketing, donc ce que je vais faire dans les voyages. Bon, bah en fait, pas du tout. Parce que ce qui allait vraiment pas, c'est que je me disais tous les jours, mais en fait, ce que je fais n'a aucun sens.
Et c'est ça et j'avais mal identifié le problème, donc j'ai quand même perdu, entre guillemets, 5 ans à changer, beaucoup d'énergie, parce que je me suis jamais posé ces questions-là. Donc voilà, prenez le temps de bien identifier le problème. Une fois que ça c'est bon, vous avez aussi, vous pouvez aussi identifier ce qui vous anime. Donc dans cette pyramide de Diels, on a vu que tout en haut il y avait le sens. Et donc nous on a une vraie conviction, c'est que pour trouver du sens, il faut à un moment œuvrer pour quelque chose qui est plus grand que soi. Donc pas quelque chose qui nous dépasse dans le sens où on ne peut rien faire, mais quelque chose voilà, qui est plus grand que nous et notre vie personnelle. Et donc en fait pour ça, vous allez identifier les enjeux qui vous tiennent à cœur. Et vous pouvez regarder autour de vous, vous fier à vos émotions, donc en interrogeant les sujets qui vous émeuvent, ceux qui vous révoltent aussi au quotidien, les personnes qui vous inspirent, mais pas forcément des personnalités connues, hein, des personnes dans votre famille, dans votre entourage, vous dites oh, c'est génial ce qu'il fait, j'aimerais trop faire ça. Et donc ça va vous donner en fait des informations sur ce à quoi vous aspirez. Et puis le sens, donc c'est pas forcément que des causes, je vais sauver des personnes ou des animaux à l'autre bout de la planète, ça peut être aussi lié à quelque chose qui est très proche de vous, qui est votre sentiment d'appartenance. En fait, dans la pyramide de Thiel, c'est ce qu'ils expliquent aussi, c'est qu'on fait tous partie de communautés. Vous êtes partie peut-être d'associations, vous êtes partie peut-être d'un noyau, d'un groupe familial, de clubs, d'intérêts, etc. Et donc, toutes ces petites communautés, ça vous donne aussi des informations sur, même sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, à quoi vous participez de manière naturelle, à quoi vous avez envie de participer. Ça vous donne des informations sur la cause à laquelle vous voulez contribuer. Donc voilà, pas besoin de chercher un grand sujet ou de sauver le monde tout d'un coup parce qu'on se sent tout petit. Commencez par quelque chose vraiment autour de vous et des sujets qui vous inspirent vous. C'est que ok, il y a la crise climatique, ça c'est sûr, mais peut-être que vous, ça va être un sujet plus social qui va vous révolter. Donc voilà, ne vous laissez pas non plus entraîner dans des sujets qui ne sont pas forcément ceux qui vous motivent à passer à l'action au quotidien. Mais le souci souvent, c'est qu'on a des influences extérieures et quand on en arrive là aujourd'hui à se dire on se dit mais comment j'en suis arrivée là en fait. Pour définir le projet qui vous ressemble, il faut aussi se détacher des influences extérieures et voir ce que vous voulez vraiment. Donc en fait, il y a des architectures invisibles qui viennent en fait le terme, ça vient de Jean-François Noubel, et donc ces architectures invisibles, elles correspondent à des éléments en fait qui régissent nos vies, qui conditionnent nos interactions, mais sans qu'on les nomme, sans qu'on se préoccupe, alors qu'elles vont contraindre nos choix, nos façons de voir le monde et nos comportements au quotidien. Et donc ces 3 types, c'est à la fois donc des codes sociaux. Les codes sociaux, c'est par exemple lié au langage, c'est lié aux signaux, aux comportements corporels, par exemple à la notion de politesse, à la galanterie, aux non-dits dans une culture, aux règles morales dans lesquelles on opère. Et donc tout ça, on le fait un peu d'une manière naturelle, mais c'est intéressant de les réinterroger. Ensuite, il y a les croyances. Donc, je vous en parlais aussi dans la pyramide de Diels. Donc ça, c'est ce en quoi on croit indépendamment des faits. Donc c'est vraiment subjectif et c'est important de se dire que c'est subjectif, nos opinions, nos convictions, mais aussi nos valeurs. De dire l'argent fait ou fait pas le bonheur, on peut pas vivre de l'art, on peut pas se reconvertir après 50 ans, c'est trop tard. Tout ça, voilà, c'est des croyances et parfois c'est lié aussi à nos valeurs. Par exemple, je dois payer les études de mes enfants. En fait, voilà, ça peut être une valeur qui est la vôtre, mais c'est pas forcément une valeur qui est partagée par tout le monde. Et donc, c'est intéressant juste de s'interroger là-dessus. Et enfin, il y a les systèmes. Donc, les systèmes, c'est vraiment des éléments qui permettent de structurer la société dans laquelle on vit et qui répondent à nos besoins. Donc, par exemple, le code du travail, le système éducatif, le système de santé. Et donc, dans ces 3 types d'architecture invisible, aucune n'est mauvaise en soi. Elles correspondent toutes à des besoins, à des expériences qu'on a vécues, mais c'est intéressant par rapport à notre projet, à ce qu'on a envie de faire, de les réinterroger pour voir celles qu'on voudrait éventuellement changer ou celles dont on voudrait se distancier. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions là-dessus. Donc là, on a vu l'influence, se détacher des influences extérieures. Mais il y a aussi donc les croyances limitantes. Donc là, c'est vraiment des freins internes qui, de la même manière, sont là à la base pour nous protéger, qui sont issus de nos expériences
et qu'on s'est créé nous-mêmes pour nous protéger. Et le problème, c'est que parfois, 15 ans, 20 ans après, on les traîne un peu comme des boulets. Ces expériences et surtout ces croyances limitantes qui ont été issues de ces expériences. Donc, comment les repérer? C'est du style les phrases comme j'aimerais bien, mais je peux pas, c'est différent pour les autres, ce métier, c'est pas fait pour moi, c'est pas un métier pour les femmes, c'est pas un métier pour les jeunes. Enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment des croyances limitantes qui peuvent être issues, ou alors par exemple de choses qui disent moi je suis nul en musique, je suis pas créatif. Non, tout ça, c'est vraiment des choses à réinterroger et de se demander aussi pourquoi on pense ça aujourd'hui. Et donc, pour s'en détacher, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous donner juste quelques idées. Il y a le fait de trouver des histoires inspirantes, donc des acteurs qui vous montrent, qui étaient comme vous et qui vous montrent que c'est possible. Il y a aussi la méthode Coué, donc qui est une vraie méthode d'autosuggestion, où là, on va vraiment utiliser la puissance de son imagination. C'est pas, par exemple, si on vous fait marcher sur des lattes en bois de 1 mètre sur le sol, vous allez traverser très rapidement les lattes et passer de l'autre côté. Si je vous mets les mêmes lattes à 100 mètres de hauteur au-dessus du sol, là, tout de suite, vous allez vous sentir déséquilibré, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vous dire, mais je peux pas le faire. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment le pouvoir de l'autosuggestion et de se dire, mais si, en fait, je peux le faire et je sais comment je vais le faire. Donc ça, c'est des vraies méthodes puissantes d'autosuggestion. Et c'est aussi se détacher de ces croyances limitantes, c'est aussi tout le travail de la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique, qui est un travail que vous pouvez faire grâce à des livres, accompagnés par des coachs, etc., pour vraiment transformer vos propres convictions. Voilà, donc le but, c'est surtout de trouver votre façon d'aller plus loin et de mettre de côté ces croyances limitantes pour prendre du recul et vraiment avancer vers un projet qui vous correspond et que vous avez envie de faire au fond de vous. Bon, là, j'ai parlé un peu des influences un petit peu négatives, mais évidemment, ce qu'il faut aussi, c'est s'appuyer sur vos forces, sur vos talents. Donc, pour identifier vos forces et vos compétences, parfois, il y a des gens qui disent ah mais non, mais moi je sais rien faire. On leur dit de lister leurs forces, ils savent pas, page blanche, etc. Alors qu'en fait, parfois quand on leur donne des listes, qu'on leur dit à travers vos expériences, regardez ce que vous aimez faire, ce que vous avez fait, etc. Il y a plein de choses qui ressortent. Donc si vous êtes un peu bloqué sur la partie force et compétences, il y a plein de petits exercices à faire en ligne. Il y a aussi des tests, par exemple Clifton Strengths, qui va vous donner vos forces et vous pouvez le faire l'analyser avec un coach si vous voulez aller plus loin que le rapport. Et puis après, ça c'est ce que vous savez faire. Et puis il y a aussi ce que vous aimez faire. Donc en réfléchissant, en écrivant votre journée idéale par exemple, en observant les environnements dans lesquels vous vous sentez bien, les types de relations aussi dans lesquelles vous vous sentez bien. Et donc, c'est vraiment à la croisée de vos forces et de ce que vous aimez faire que vous allez trouver vos talents. Et donc, ces talents-là, c'est très important de les identifier parce que c'est eux qui vont être des vrais moteurs pour passer à l'action. Et puis, la dernière étape, c'est évidemment de passer à l'action. Donc, je le dis comme ça, mais c'est peut-être une des choses les plus difficiles parce que jusque-là, vous êtes dans votre bulle, vous avez réfléchi à vous, à vos croyances limitantes, à vos talents, à vos forces. Et donc, tout ça, c'est un peu dans votre bulle. Mais en parallèle, ou après, quand vous êtes plus au clair là-dessus, le plus important, c'est évidemment de passer à l'action. Et donc, nous, on est vraiment partisans des petits pas plutôt que de se faire son plan à 2 ans. Alors voilà, moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, mais tester. Le plus difficile et le plus important, c'est de sortir de votre zone de confort. Donc, je vous ai mis là un petit schéma qui vous montre en fait comment on agrandit un peu sa zone de confort. Donc, d'abord, on est dans sa zone de confort, puis on passe dans sa zone de peur parce qu'au début, on n'a pas forcément confiance en soi, on a peur de l'opinion des autres. Voilà, c'est vraiment le côté j'ose pas. Donc, ça, c'est le moment difficile. Et puis, en fait, une fois qu'en testant petit à petit, on va arriver dans la zone d'apprentissage. Et c'est ça qui va nous permettre là d'affronter, on va affronter des problèmes, on va trouver nous-mêmes des solutions, on va acquérir des compétences pour trouver des solutions.
Et donc là, on va commencer à agrandir notre zone de confort jusqu'à arriver à notre zone de croissance, où là, ça va nous permettre de réaliser nos rêves, d'atteindre nos objectifs, de s'en fixer des nouveaux. Et donc ça, c'est vraiment un processus itératif. Donc là, on dit, OK, on est dans notre zone de confort et puis faut recommencer en permanence. Et en tant qu'entrepreneur, par exemple, quand on est en quête d'aventure, euh, moi, je suis très, très souvent hors de ma zone de confort. Donc, faut aussi avoir ça en tête, se dire, j'accepte, mais après, j'apprends beaucoup et c'est ça qui me motive aussi. Donc, vraiment, petit pas à petit pas. Et puis, un petit dernier qui est pas vraiment une des clés, mais c'est que, voilà, c'est pas facile. Enfin, tout ce que je vous ai dit là, c'est pas facile de parcourir tout ce chemin tout seul. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner sur ou tout le chemin ou une petite partie, celle où vous avez un blocage aujourd'hui. Donc, par exemple, sur la partie d'introspection, de développement personnel, il y a plein de webinaires sur le sujet, il y a des livres, il y a des coachs, vous avez des programmes collectifs. Voilà, il y a plein de solutions qui s'adaptent à votre besoin du moment que vous l'avez bien identifié. Et puis, pareil pour la partie action, il y a les bilans de compétences pour passer après à la définition vraiment du projet pro. Et évidemment, il y a aussi des formations qui vont vous permettre d'acquérir ces nouvelles compétences dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Voilà, est-ce que je suis dans les temps, Maëlle? Oui, oui, c'est très bien. Voilà, n'hésitez pas Donc, s'il y a des questions, on les prendra à la fin. oui, tout à fait, si vous avez des petites questions à mettre dans le chat. En Et tout alors, cas, merci. Oui, là, ça est bon, ça a arrêté le partage? c'est tout bon, ouais. Super, En tout cas, merci beaucoup Laura pour tous ces éclairages sur ces freins psychologiques qu'on peut avoir justement pour se mettre en action et comment les passer au-dessus. Et donc, pour toutes ces clés qui seront certainement très utiles. Donc justement, une fois qu'on a réussi à démarrer sa transition professionnelle et que, on va dire, le brouillard commence un petit peu à se dissiper, pour évoluer professionnellement, parfois on se retrouve confronté en fait à d'autres barrières qui sont par exemple le manque de légitimité, de pertinence ou encore de compétences par rapport à où on aimerait aller dans un secteur ou vers un métier. Euh, donc c'est là où on arrive à notre second point qui est la formation. Donc qui peut être une réponse justement à tous ces obstacles. Et donc je vais commencer avec une question pour Martin avec plus la casquette Institut Transition cette fois-ci. Donc quels sont justement ces grands défis en fait de la formation, à quoi elles doivent répondre pour évoluer vers un métier de la transition. Et est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'il faut mettre en place en parallèle, par exemple, d'une formation pour être sûr de la réussir de manière la plus sereine possible? Merci Maëlle. Alors, effectivement, pour évoluer, comme le disait Laura, pour moi, il faut d'abord se demander, dans ce que la formation pourra apporter, si on souhaite évoluer de métier, si on souhaite évoluer de structure, si on souhaite évoluer de mission. Ce qui trois niveaux différents dans son évolution. Comme Laura le disait, nous aussi, on a exclu le mot de reconversion qui renvoie à un imaginaire de rupture qui peut exister et qui n'est pas nécessaire. Et de rupture qui peut être dans la forme davantage que dans le fond parfois. Sous couvert d'une rupture, on va dire, qui semble d'extérieur très importante, on peut en fait garder la même énergie, les mêmes compétences, la même richesse humaine dans un autre espace d'action. Et à mon avis, c'est le premier point à se poser quand on se dit je vais bouger vers le monde de la transition, je vais me former. C'est d'abord où est-ce que tu veux aller réellement et qu'est-ce que tu vas avoir besoin d'avoir sur ton chemin comme pain de route, quoi. Qu'est-ce qui va être nécessaire pour que tu arrives au bout de cette marche vers la transition qui t'amènera on va dire, à un boulot qui te correspondra, qui te réalisera, qui te permettra d'être utile. Et ce pain-là, il peut être très différent en termes de pratique. Laura a tout à fait bien partagé un des conseils qu'on donne en premier, c'est d'agir, d'expérimenter,
qui est qui est une des perspectives, une des possibilités pour fabriquer du pain en fait. Parce que avant de se lancer, quand on a une personne qui décide d'aller vers le monde des épiciers, on leur dit attention, enfin, est-ce que vous avez vraiment envie de devenir épicier quoi? Ah moi j'adore le zéro déchet. Du coup, si c'est un moyen d'avoir un revenu tout en aidant la possibilité d'être sur du zéro déchet. Non, c'est tous les jours tu seras épicier. C'est une épicerie zéro déchet, c'est pas, il suffit pas d'avoir envie du zéro déchet pour devenir un épicier zéro déchet qui s'éclate. Il faut d'abord avoir envie d'être épicier. Il n'y a rien de mieux qu'agir, aller sur le terrain pour se découvrir et créer ce pain entre guillemets qui va nous permettre de nous nourrir sur la route. Et pour moi, c'est important de se dire, voilà, quand je vais bouger, première question, est-ce que je change réellement de métier? Est-ce que je change simplement de structure? Voire est-ce que je change simplement de mission au sein même de ma structure? Alors quand vous êtes dans une boîte qui fait des machines à café, peut-être que c'est évident que vous allez changer de structure, voire changer de métier. Quand vous êtes dans la fonction publique, quand vous êtes instituteur, quand vous êtes agent de la territoriale, vous pouvez changer de mission dans plein d'endroits différents de votre structure sans forcément changer de structure. Donc, ça mérite d'être toujours interrogé. Et ça changera votre stratégie de formation. Deuxième élément clé que je souhaite vous partager, quand on parle de métier de la transition, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Traditionnellement, on distingue deux termes, vert et verdissant. Moi, j'en ajoute un troisième qui est de transition, qui est ceux qui fabriquent la bascule. Je détaillerai un peu plus. Donc, est-ce que je souhaite aller vers un métier vert? Un métier vert, c'est un métier qui est aux prises avec les enjeux d'environnement, qui n'est pas forcément, par contre, un métier où je vais réellement mettre la transition écologique au cœur de mon action. Si je suis jardinier, je suis dans un métier vert. Si je suis dans les énergies renouvelables, je suis dans un métier vert. Si je suis dans ce qu'on appelle la gestion management de l'environnement, je suis dans un métier vert. Par contre, je peux pratiquer ce métier vert chez Veolia, chez Suez, chez telle ou telle structure qui a 100, 200 jardiniers qui fabriquent du béton vert. Pourtant, je suis classé dans le secteur environnement. Je peux être dans une structure qui arnaque ses clients en posant des panneaux photovoltaïques en profitant des subventions. Je peux être dans plein de contextes. C'est pas nécessairement en termes d'éthique terrible. De même, d'ailleurs, hein, vous pouvez remplacer vert par ESS. Vous pouvez retrouver dans plein de structures de ESS où vos convictions écolo solidaires ne seront pas forcément tout à fait mis en œuvre. Il y a un certain nombre de banques, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, etc., où vous ne retrouvez peut-être pas dans les choix politiques portés par ces banques alors que vous êtes dans le secteur ESS. Vous pouvez retrouver dans une fondation Total, Danone, etc. Vous ne vous retrouvez pas forcément dans les choix de ces fondations. Pourtant, c'est de ESS puisque c'est une fondation. Donc, c'est vert, ESS, c'est des secteurs, quoi. Après, on a ce qu'on appelle le verdissant. C'est en fait toutes on va dire les structures, tous les emplois qui ont vocation à prendre 10%, 15%, 20%, 30% de transition écologique pour s'adapter. Donc, c'est valable pour les restaurateurs, c'est valable pour les industries automobiles, c'est valable pour plein de domaines très différents où en fait il y a des enjeux de verdissement. Et de ce point de vue-là, il s'agit d'être dans le verdissement de ces emplois, ingénieur en dépollution, professionnel en charge de la RSE, etc., etc. Et il y a un troisième type d'emploi qui sont ceux qui nous intéressent côté Institut de Transition, c'est les emplois qu'on appelle de transition, qui sont en fait ceux qui fabriquent la bascule, ceux qui sont en fait au cœur de la transformation sociale. Concrètement, personnellement, ma formation initiale, c'est d'être économiste et j'ai une passion pour les grandes transformations de notre économie. On s'aperçoit que dans toutes les grandes transformations de notre économie, à la fin du Moyen-Âge, au 19e, 20e siècle, après-guerre, on a en fait des métiers qui sont au cœur de la transformation sociale. À la fin du Moyen-Âge, c'est les métiers du commerce qui sont au cœur de la transformation sociale. De la banque, du négoce, etc. Quand on est au 19e, c'est les artisans qui deviendront les futurs, on va dire, industriels, qui sont au cœur de la transformation sociale. C'est les Citroën, c'est les Renault, etc. Quand on est en 45, c'est les ingénieurs, c'est le corps des ingénieurs, les technocrates, les techniciens, les experts qui fabriquent la transformation sociale. Au 21e siècle, nécessairement, il y a des métiers qui sont décisifs. Ces métiers de la transition, pour nous, c'est ceux qui, enfin, en tout cas, quand je dis pour nous, côté Institut Transition, c'est ceux qui, en fait, accompagnent la transformation sociale dans les modes de vie, puisqu'on est dans une société qui n'est plus une société tirée par la production au sens strict, mais qui est tirée par la consommation. C'est fondamentalement nos modes de vie qui tirent la transformation sociale et qui, par extension, fabriquent les dégâts écologiques et sociaux qu'on connaît.
Et il y a un certain nombre de personnes qui accompagnent ces modes de vie. Dans ces personnes, on va retrouver des inattendus, les épiciers, qui sont au cœur de nos actes de consommation, qui peuvent nous conseiller, nous accompagner, nous aider à mieux choisir, nous assurer avec confiance que ce qu'on va acheter correspond bien à une agriculture paysanne, écologique, correspond bien à des artisans locaux ou mondiaux, enfin, ou ailleurs à travers le monde, mais qui sont des artisans de proximité au sens où on comprend comment ils travaillent, on sait comment ils travaillent, on peut assurer que tant écologique que humain, les conséquences sont positives. Tant écologique qu'humaine, les conséquences sont positives. Et on retrouve aussi les gardiens d'immeubles vers ce qu'on appelle, nous, les éco-gardiens, ceux qui, au jour le jour, peuvent accompagner à la fois les personnes âgées fragilisées, à la fois créer du lien dans l'immeuble, à la fois gérer le composteur, gérer le jardin, organiser des animations. Donc aujourd'hui, c'est des métiers qui sont soit un peu émergés dans le cas des épiciers, soit vraiment très, très émergents dans le cas des éco-gardiens, puisqu'on n'en a que quelques exemples. Et il y en a une variété d'autres qui vont être en fait ces acteurs clés de la transformation sociale. Concrètement, mon regard personnel, c'est de vous dire les métiers verts en tant que tels strictement, peu de chances que vous y plaisiez. S'ils sont que verts, s'ils sont que de secteur environnement, parce que vous allez retrouver dans des boîtes qui ne le sont pas, écolo. Verdissant, c'est un caractère, mais souvent c'est que c'est votre métier au départ, que vous allez amener à verdir. Sinon, c'est un peu bizarre d'aller dans le champ automobile pour aller dans la dépollution des moteurs, alors qu'à la base, vous étiez je sais pas, instituteur. Enfin, c'est un peu bizarre. Si vous êtes motoriste, ingénieur motoriste, vous allez vous dire oui, j'ai envie d'aller vers le verdissement de mon activité parce que j'adore les moteurs, c'est quand même ma passion. Donc c'est plutôt du coup une évolution de mission, mais pas une évolution, parfois une évolution de structure, mais clairement pas une évolution de métier. Et enfin, si vous dites bah, je veux bouger de métier et où je veux vraiment me mettre au service de la transition, souvent vous allez aller chercher des métiers qui sont des métiers de la transition. Moi, j'en distingue deux. Donc ce que nous on appelle les artisans de la transition. Il y a ceux qu'on appelle les makers, mais on n'a pas encore de terme. C'est vraiment le tout début de notre conception sémantique sur ce champ, qui sont ceux qui, sur le terrain, fabriquent. Donc, les éco-gardiens, les épiciers, les cuisiniers, les jardiniers participatifs, les recycleries, ressourceries, etc. Plein de métiers qui sont en train d'émerger. Certains, vous les connaissez, d'autres, vous les connaissez pas, je les connais, et d'autres, personne ne les connaît puisqu'ils n'existent pas encore. Enfin, à côté, deuxième grande catégorie, on a ce que nous on appelle les animateurs de la transition, qui sont pas à proprement parler sur un métier, mais qui en fait ont des compétences transversales qui leur permettent soit d'accompagner les nouveaux métiers, soit d'éduquer, d'animer, d'accompagner la société à travers des médias, des événements, des formations. Donc c'est entre guillemets les chefs de projet de la transition. Ceux aussi qui peuvent parfois arriver dans des grandes structures pour venir être dans les rouages, dans des grandes structures. De la transition, ça fait 30 personnes, hein, mais être dans les rouages et animer le processus en fait, coopératif, participatif. Donc ces animateurs de la transition, ils correspondent assez bien souvent aux personnes issues des sciences humaines, issues du monde des ingénieurs projets, issues des écoles de commerce où ils étaient chefs de projet et qui n'ont pas enfin, un métier qui les passionne, qui ne se disent pas moi c'est la recyclerie BTP, c'est vraiment mon délire, j'adore ça, et qui vont se dire bah, en fait j'ai envie de mener la transition, mais ils vont se retrouver en fait à venir en appui d'un entrepreneur, à venir dans des chambres de métiers d'artisanat, dans des pépinières comme celle d'Antiela, dans des dispositifs d'information et de sensibilisation des citoyens pour animer et faire bouger la société. Pour moi, qui sont différents parce que c'est pas du tout les mêmes types de compétences. Là, pour le coup, ces animateurs-là, ils n'ont pas de compétences métiers strictes en fait la plupart du temps. C'est la diversité des savoirs, la polyvalence qui est leur force, à la différence de l'épicier qui doit se piquer d'épicerie avant toute chose et évidemment acquérir des compétences complémentaires d'accompagnement, mais qui est à 80%, 90% épicier avant d'être animateur accompagnateur, alors que l'animateur, il est souvent à 10-20% autre chose sur lequel il va agir s'il est passionné par le zéro déchet par exemple, mais à 80% ses compétences vont être très transversales derrière. Quelques mots aussi sur quand on parle de formation, de qu'est-ce qu'on met derrière et qui fait écho avec ce que j'ai dit avant. Pour moi, je distingue trois grands ensembles de formations en initiale ou en formation professionnelle. Les formations qu'on va appeler spécifiques, nous, c'est-à-dire les formations qui forment à un métier ou à un domaine très spécifique. Donc, quand quelqu'un vient nous voir en disant « moi, je rêve de travailler dans l'agriculture », par exemple, je voudrais sur votre programme Nouvelle Voie, dire « oui, alors si tu as envie de travailler avec des agriculteurs, mais si toi, ton rêve, c'est de devenir agriculteur en permaculture, en micro-maraîchage urbain, là, vaut mieux directement aller au lycée horticole, au centre de formation en horticulture et agriculture pour te former, passer les diplômes
et te lancer en exploitation agricole, quoi. Si par contre ton idée c'est de jardiner avec les citoyens pour à la fois les accompagner, en même temps accueillir d'autres agriculteurs urbains sur un tiers-lieu d'agriculture urbaine avec toi, et que toi tu vas animer celui-là, oui, la nouvelle voie va te correspondre parce que c'est plus spécifique en fait. Il faut que tu aies cette brique spécifique, mais le cœur de ton truc va être autre chose. Mais si vraiment le but c'est d'avoir un métier très spécifique, alors il faut aller dans une formation spécifique qui donne les compétences. Deuxième niveau de formation, deuxième type de formation, celle qu'on appelle générale, qui donne un socle commun. Pour moi, elles servent pratiquement à rien. Elles sont utiles dans une formation. Ce socle commun est nécessaire partout, mais c'est pas suffisant en fait de simplement savoir les enjeux écologiques, quoi. C'est utile, mais ça se suffit pas à lui-même. C'est un truc qu'on doit donner à tous les étudiants, ce que nous on donne dans l'institut aussi, ce que j'imagine dans plein de formations est donné pour avoir les connaissances générales. Et ce qu'on mettrait dans les premières années, par exemple, d'études, comme on met de la socio, de la philo ou autre, quoi. Première année d'études supérieures ou même en école de commerce ou en école d'ingé, on va avoir des blocs de sciences humaines qui sont nécessaires pour avoir une vision de la société à peu près claire, quoi. Et là, il faut ajouter simplement la brique écolo et solidaire dedans. Et troisième niveau, c'est les formations transversales qui du coup correspondent pour moi à ce statut d'animateur de la transition dans lequel Nouvelle Voie s'inscrit parfaitement, qui est en fait l'idée de donner aux personnes les capacités d'être des artisans de la transition, mais à la fois capables d'accompagner des initiatives s'ils doivent devenir accompagnateurs à la chambre de métier ou dans Ancilla, accompagner l'initiative de la transition, mais peut-être aussi être le numéro 4, numéro 5 d'une entreprise de la transition qui est en train de se lancer ou d'une asso de la transition qui est en train de se lancer pour venir apporter des compétences assez polyvalentes en com, en gestion de projet et en même temps avec la culture de la transition très forte qui implique des transformations dans les manières de faire, avec les publics qu'on touche, avec les collaborateurs, avec les partenaires, en interne dans la structuration économique, dans les modes de rémunération, enfin, plein de choses qu'il faut transformer dans les organisations et que pour le coup, du coup, il faut être formé pour le faire, ce qui est vraiment le cœur de Nouvelle Voie. Donc pour moi, c'est intéressant de se dire ces éléments-là pour se dire la formation que je cherche, elle correspond à quels critères et pas se retrouver à faire une formation très spécialisée en comptabilité gestion des entreprises de SS, alors que vous rêviez d'être au jour le jour en contact avec le public, par exemple. Ou dans ce cas-là, c'est une formation beaucoup plus transversale qu'il fallait faire, plus proche de Nouvelle Voie ou d'autres. Et si vous dites, bah non, moi je veux vraiment devenir, je sais pas, menuisier et faire du bois, des chaises écologiques, etc., bah, vous avez la formation que présentera Frédéric, enfin, une formation dans ce que présente Frédéric qui peut être pertinente. Et du coup, en parallèle, bah, en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que j'ai toujours été marqué par un philosophe qui s'appelle Ivan Illich, enfin, depuis que je l'ai découvert à 19 ans, qui parle de la contre-productivité, c'est-à-dire de ce que on doit nécessairement passer par un endroit pour obtenir quelque chose et qui en fait nous rend potentiellement moins pertinent que si on n'y était pas passé. Donc par exemple, si je vais faire 5 ans d'études et qu'à la fin je suis moins bon que si j'avais pris mon chemin tout seul, alors il y a contre-productivité. Et il se trouve que les formations, comme plein d'autres objets marchands ou institutionnels, ont le don de dire sans moi, vous ne pouvez pas y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. Sans formation, on peut y arriver. Parce qu'on peut acquérir de plein de manières les savoirs et les connaissances. La formation, elle peut venir, comme le disait Laura, accompagner, potentialiser, gagner du temps, gagner de la confiance, mettre en lien en résonance entre parcours. Elle peut apporter plein de choses, mais en fait, elle ne se substituera pas à son énergie propre et elle n'est que complémentaire à une énergie qu'on met en fait à aller sur le terrain, rencontrer les gens, agir, se confronter à la réalité. Quand on dit qu'il faut faire une école de journaliste pour être journaliste, par exemple, c'est quand même ridicule, quoi. Il n'y a pas besoin de faire une école de journaliste pour être journaliste. Pour être journaliste, il faut savoir écrire. Il faut que les gens qui lisent, ils se disent waouh, c'est absolument, c'est remarquable et qu'ils aient envie de continuer à lire. C'est ça qu'il faut pour être journaliste. L'école de journaliste, ça vient t'aider, mais c'est pas ni un début ni une fin. C'est un truc sur le chemin qui peut venir apporter quelque chose. Le début, c'est j'ai envie d'y aller. La fin, c'est j'écris et mon public apprécie, quoi. Et c'est pareil pour plein de choses dans le champ de la transition qui est pas solidifié, qui est pas sédimenté. On n'est pas dans la médecine, on va pas devenir chirurgien, et donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir une formation, on va dire diplômante nécessairement. On a besoin, le jour où on est sur le terrain, d'être crédible et que les structures de la transition qui sont toutes jeunes, qui ont moins de 10 ans, elles se disent cette personne-là, j'ai envie de bosser avec, j'ai envie qu'elle apporte son énergie, je sens qu'elle va nous aider à passer une étape. Et ça, qu'on ait 26 ans, à peine sorti du monde du travail, enfin, à peine rentré dans le monde du travail, ou qu'on ait 45 ans après 20 ans de monde du travail dans un domaine très précis, c'est pas la formation qui va permettre d'y arriver. La formation, elle peut apporter des ressources. Nouvelle Voie peut apporter des ressources, peut créer des opportunités, peut favoriser des liens.
dans une nouvelle voie dans l'institut ou d'autres dans d'autres endroits. Mais ça sera que du plus. Et ça, c'est important de se le dire parce que la force, elle vient d'abord de nous. Sinon, on reproduit le système, on va dire, consumériste dans lequel on croit qu'on achète en fait quelque chose. Je fais Sciences Po, donc j'aurai tel boulot. Je fais HEC, donc j'aurai tel boulot. Je fais telle université, donc j'aurai tel boulot. Ça, c'est le truc qui est fini parce que le monde de la transition, il n'y a pas de boulot défini à la sortie, quoi. Il y a un boulot à construire, à fabriquer, des entreprises et des associations qui sont en train de naître et de grandir. Et que de ce point de vue-là, on a besoin de gens qui, comme dirait dans les chiens, qui n'en veulent, quoi. Et du coup, bah, des jeunes qui n'en veulent, bah, enfin, des gens qui n'en veulent, du coup, il faut y aller. Et la formation, bah, si elle est sur le chemin, tant mieux. Sinon, bah, tant pis, on y va et on fait comme on peut, quoi. Moi, c'est sûr qu'il y a plein de trucs où je me dis, j'aurais aimé avoir été formé dessus. Ça m'a pas empêché de réussir. Juste, j'en ai chié un peu plus, quoi. Et je m'arrête là sur mon regard sur les formations. J'ai pas présenté en détail Nouvelle Voie de l'Institut, mais vous pourrez aller regarder sur Internet, c'est bien expliqué. Puis s'il y a besoin, on propose un rendez-vous d'orientation d'1 h 30 pour discuter avec vous de ce que Nouvelle Voie peut apporter, si c'est fertile, pas fertile, s'il vaut mieux y aller en mode solo ou aller sur d'autres formations plus spécifiques. Donc n'hésitez pas à aller regarder plus en détail. Merci Martin. Oui, en effet, la question a été posée quand tu as évoqué Nouvelle Voie. En tout cas, merci pour tous ces éclairages, pour un peu plus savoir vers quel type de formation aller, justement ce dont on a envie, entre changer de structure, de métier ou de mission, et aussi sur bah, justement sur ces nouveaux métiers de la transition qui, comme tu disais, n'existent peut-être pas encore tous forcément aujourd'hui, mais sont à créer par nous justement. Donc maintenant, je vais demander à Frédéric, donc justement du côté des écoles de la transition écologique, vous vous formez à des métiers justement très spécifiques. Je voulais savoir quel était l'objectif de former justement à ces métiers manuels de l'artisanat, justement, notamment au sein de la transition écologique. Et aussi comment, pour les personnes, on va dire, qui évoluent professionnellement, comment ça se passe, l'évolution d'un métier, on va dire, plutôt intellectuel à un métier, entre guillemets, manuel aussi. Alors, je sais pas si tu as des réponses là-dessus, mais si tu peux nous éclairer. Oui, merci Maëlle. Déjà, je voulais dire en intro, merci de m'avoir invité parce que le début des échanges était passionnant. Et puis réussir à citer Illich et les Deschiens dans une même intervention, c'est quand même une belle gageure. Donc voilà. Donc oui, ben, moi je viens de découvrir, donc c'est super sur les différents types de formations que nous, effectivement, on est plutôt sur les formations spécifiques. Donc nous, les écoles de la transition écologique être, elles ont été créées en 2017, mais après 10 ans d'expérimentation. Et la base, en fait, le début de notre travail, c'était vraiment comment on sensibilise aux questions de transition écologique, plutôt des jeunes qui sont, eh bien, comme l'a dit Laura tout à l'heure, en transition. Donc on a vraiment tout type de public, alors plutôt des jeunes, mais qui sont dans cette transition, dans cette réflexion. Ils sont en échec scolaire, ils sont en prise avec la justice, ils sont en fait en décalage par rapport à la société actuelle. Et du coup, l'idée, c'était de leur permettre de faire un pas de côté. Et en fait, petit à petit, on a vu que dans ce processus de transition, enfin de réflexion plutôt, et de sensibilisation à la transition écologique, le fait de fabriquer quelque chose avec leurs mains, ben ça donnait beaucoup de sens à ce qu'ils faisaient. Et finalement, dans les groupes qu'on avait de 10-15 jeunes qu'on accompagnait, il y en avait toujours 4-5 qui disaient ben, moi j'ai envie de bosser concrètement dans ces thématiques-là, parce que finalement, d'un côté, les métiers manuels sont plutôt dévalorisés dans le cursus scolaire. Et en plus, donc ils ont déjà une mauvaise image. Et le fait d'y rajouter en fait cette couche transition concrète, ça permettait de redonner du sens et même en fait de faire des jeunes, donc qui étaient des jeunes dits en difficulté,
des prescripteurs de cette transition écologique, des animateurs de la transition. Vous voyez, j'ai appris plein de choses ce matin, ce midi, et du coup, voilà, d'être un peu prescripteur de cette transition. Et donc, on a petit à petit construit des formations très, pour le coup, très spécifiques sur lesquelles et très techniques, sur lesquelles on s'appuyait pour ensuite parler de ces questions de transition écologique. Et donc aujourd'hui, en 2017, on a créé cette première école de la transition. Aujourd'hui, il y en a 7 en France et 2 qu'on va expérimenter en Europe autour de ces thématiques. Donc là, l'idée, nous, c'est de former, d'accompagner autour de ces métiers de la transition écologique. Je ne vais pas redéfinir en fait les 3 types de métiers puisque Martin l'a fait brillamment juste avant moi. Mais nous, on va en fait avoir des parcours de formation qui vont aller vraiment de cette première étincelle, de cette première découverte des métiers, donc de l'orientation, on va dire, jusqu'à la qualification, puisque chaque école va avoir un peu une couleur métier différente selon l'école. Donc nous ici, on est dans la région toulousaine. On a 2 thématiques métiers qui sont vraiment la menuiserie bois et l'agriculture bio. Mais on a des écoles à Paris, par exemple, qui sont sur les énergies renouvelables, sur la mécanique vélo, à Montpellier sur l'assainissement naturel, etc., etc. Nous, juste pour rajouter peut-être dans les réflexions un peu globales, alors bon, juste pour dire, nous on a 80% de notre effectif qui sont des jeunes, donc en transition comme je disais, mais on a aussi 20% de personnes qui sont d'autres parcours. Et l'idée, c'est vraiment nous d'hybrider en fait les publics pour qu'il y ait cette richesse d'échanges et de différents parcours qui permettent de nourrir, en fait, de se nourrir les uns les autres sur justement la vision par rapport à la transition, puisqu'on n'en est pas tous au même point, et ça permet d'avoir ces échanges-là sur la technique et la réflexion par rapport à ces questions. Nous, les constats qu'on va faire, il y en a 3 que je vais faire rapidement, et on pourra après échanger dans les questions s'il y en a. La première chose, c'est que effectivement, on est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a, alors pas assez en tout cas, mais il y a en tout cas des volontés, des choses qui se passent au niveau de la transition écologique, mais finalement derrière, on n'a pas du tout organisé, préparé l'aspect formation professionnelle à tous ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences qui sont en émergence aujourd'hui. Et nous, le constat qu'on fait déjà, puisqu'on travaille notamment avec des entreprises, est que finalement, aujourd'hui, la formation, elle va quelque part représenter le goulot d'étranglement de la transition, parce qu'on a des besoins qui se développent très fort et très vite. Je parlais d'assainissement naturel tout à l'heure. L'école de Montpellier, elle est portée par une entreprise qui bosse sur toute la France et sur une partie de l'Afrique aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que leur activité se développe énormément, parce qu'il y a énormément de demandes. Autour de cette activité, il y a des centaines de compétences qui sont développées. Mais pour se former à ces compétences, il n'y a aucun cursus de formation qui existe. Et très clairement, on est à la ramasse. D'autant plus que les plans régionaux de formation, donc qui sont ces catalogues de formation au niveau régional, ils sont très très anciens, datés, on va dire, et peu de remise en question en fait de ces PRF donc dans le temps qui sont nécessaires aujourd'hui pour justement accompagner cette transition. Le deuxième constat qu'on fait, c'est un triptyque en fait qu'on a. Alors ça va paraître un peu punchline, mais en tout cas dans cette idée-là, c'est un triptyque. Donc on entend beaucoup depuis ces dernières années qui est fin du monde et fin du mois. Donc comment on fait pour concilier ces deux? Donc comment on fait effectivement pour travailler concrètement et développer son activité autour de ces questions de transition écologique? Et nous on a rajouté un troisième pilier dans ce triptyque qui est la fin du mois, mais MOI. Puisque nous on travaille spécifiquement avec des jeunes en transition qui n'ont pas trouvé en fait aujourd'hui leur place dans la société dans son ensemble et qui sont venus en fait être
rattrapés, ou en tout cas qui sont venus être rejoints, et notamment depuis 1 an et demi, ça a été évoqué la question de la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, et sûrement des autres crises sanitaires et climatiques, etc., qu'on va traverser, qui sont venus être rejoints du coup par toutes ces personnes. Pareil, Martin et Laura ont brillamment expliqué, par ces personnes donc qui sont vraiment en réflexion, qui sont vraiment en réflexion sur leur parcours. Et du coup, fin du mois, c'est vraiment ce sens et cette utilité qu'on va pouvoir avoir dans la société en général. Donc fin du monde, fin du mois MOIS et fin du mois MOI. Et enfin, un des derniers constats qu'on a fait, en tout cas que nous on voudrait apporter dans cette réflexion, c'est cette question des métiers manuels. Ça fait 60 ans qu'on met de côté complètement le côté manuel, le côté concret, le côté fabriqué. Je crois qu'au niveau de l'Institut Transition, vous parlez des artisans du changement. On est vraiment dans cette dynamique d'artisanat, de relocaliser, de refaire concrètement sur place des choses, et du coup de réconcilier en fait cette question des métiers manuels. Alors une autre punchline qu'on a développée, c'est les métiers de demain seront des métiers de demain. Mais pour aller plus loin en fait que ça, on est sur ce triptyque en fait qui a été pas mal développé, qui est pas mal porté par le campus de la transition, qui est ce triptyque tête, corps, cœur, et donc de réussir finalement à resolidariser en fait ces thématiques et ces questions, parce qu'aujourd'hui il faudrait pas que on recrée les strates. En fait, nous, en tout cas, notre vision de la transition écologique, c'est vraiment une remise à plat du système aussi plus global. Et du coup, ce serait dommage de rater cette belle opportunité, et que de remettre en fait sur des métiers intellectuels la couche verte, des métiers manuels la couche verte, mais du coup peut-être de faire effondrer en fait un petit peu ces thématiques, et donc d'arriver à, à réconcilier en fait ces questions-là de métiers manuels au cœur en fait de la transition écologique. Eh ben, merci Frédéric pour tous ces éclairages justement sur les métiers manuels et ce qu'ils pourraient apporter à la transition écologique. Donc maintenant, on va passer au dernier point. Maintenant que nous avons trouvé la formation de rêve pour évoluer professionnellement, il s'agit de retrouver une opportunité professionnelle. Et pour ça, je vais donner la parole à Nicolas. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à ça, et par où justement il faut peut-être commencer pour trouver une opportunité professionnelle? Yes, merci Maël et merci Martin, Frédéric, Laura pour ces apports. Alors en effet, une fois que vous avez défini la voie, je dirais, dans laquelle vous voulez vous orienter, une fois que vous avez défini vraiment les critères, je dirais, qui vont orienter votre recherche d'emploi, et qui sont pas forcément juste un job, un secteur, mais qui peuvent être en fait, moi j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin en fait d'apprendre, j'ai besoin de découvrir quelque chose. Enfin, il peut y avoir plein de critères qui sont pas forcément ceux qu'on imagine, à savoir le salaire ou la ville. Une fois que vous avez développé les compétences, si vous en avez besoin, si vous en avez besoin, qui vous manquait pour rejoindre le job de vos rêves, que ce soit avec l'Institut de Transition ou être à l'école être, il s'agit de trouver ce job du coup. Évidemment, trois, je dirais, gros conseils. Du coup, les job boards, ça démarre par ça. Donc, du coup, des plateformes d'emploi. Vous avez des centaines, des milliers, des millions d'offres d'emploi. Il y en existe des milliers, des centaines au moins. Certaines sont plus spécialisées que d'autres. Jobs That Make Sense, par exemple, est spécialisé dans les jobs à impact. Mais vous pouvez en trouver plein d'autres. Little Big Impact avait fait un article sur les job boards que vous pouvez retrouver sur leur site. Vous pouvez retrouver des job boards sur le site Les Pépites Vertes, ou encore sur le site
Ways to Shift, où là vous pouvez retrouver plein de ressources intéressantes pour trouver des jobs. Et donc du coup, une fois que vous êtes sur un job board, donc par exemple sur Job That Makes Sense, où il y a, pour vous donner un ordre d'idée, 1500 offres d'emploi à impact par mois. L'idée est d'affiner votre recherche avec vos critères en tête. Ok, donc du coup, quel secteur je recherche, dans quelle ville ou quelle région, quel salaire, quel type de job, quelle cause me tienne à cœur, avec des mots-clés. Donc par exemple, vous pouvez marquer sur Job That Makes Sense un mot-clé, je sais pas moi, agriculture, et hop, vous avez tous les postes qui sortent, qui sont liés. L'idée d'être très actif, en fait, il sort des jobs constamment. Et en fait, souvent, quand un job sort sur le marché, il faut voir qu'en fait, parfois au bout de 2 semaines ou 3 semaines après, je dirais, ces jobs sont pourvus. Donc du coup, n'hésitez pas, par exemple, à vous créer des alertes d'emploi sur cette job board. C'est possible en vous créant un compte sur Job That Makes Sense pour être, je dirais, savoir rebondir dès qu'un job sort vous plaît, d'où la nécessité de savoir au préalable ce qu'on recherche pour être le plus efficace possible en se disant ok, ça me correspond, j'y vais. Pour d'intention, il se trouve que souvent un métier a différents noms. Par exemple, je sais pas moi, le métier de commercial. Moi, je sais pas, disons que mon job, donc chez Job That Makes Sense, je m'occupe du développement commercial sur le Job That Makes Sense, mais il y a plein de jobs il y a plein de noms possibles pour un même job. Donc n'hésitez pas à creuser les fiches de poste. Disons qu'un responsable développement, un business developer, un commercial, un account manager, un customer success, tous ces jobs peuvent s'assimiler en fait au même type de job, pas à creuser dans les fiches de poste. Et enfin, je dirais c'est mon conseil 2, sachez rebondir sur l'opportunité. Souvent, on, on va pas trouver un job, enfin donc le job qu'on avait en tête, finalement, on va arriver à quelque chose qui est plus ou moins loin de ce qu'on avait imaginé. Il faut savoir rebondir sur l'opportunité, il faut savoir en fait rebondir sur un projet. Par exemple, tous les jobs sur Job That Makes Sense sont mis en avant via leur mission sociale. Donc en fait, en start-up de l'ESS, en petite structure, donc les structures de l'ESS sont souvent des petites structures, 90% ont moins de 50 personnes. Souvent les problématiques d'une structure évoluent sans cesse. Ce qui fait qu'en fait, la fiche de poste du départ, ne vous inquiétez pas que dans trois mois après, dans une énorme partie du cas, n'a plus rien à voir avec ce qui était là au début. Ce qui fait que, en fait, il faut vraiment adhérer particulièrement au projet avant tout, aux personnes avec qui vous allez travailler, et c'est ce match qu'il faut rechercher. Donc du coup, vraiment que vous vous sentiez énergisé, engagé, que vous vibrez à l'idée de travailler pour cette cause, pour cette mission avec ces gens avec qui vous allez échanger, plus que vous dire précisément, ok, est-ce que je coche le tiret 2 de cette fiche de poste? Parce qu'au final, dans tous les cas, cette fiche de poste va évoluer, et si vous êtes suffisamment agile et l'entreprise aussi, vous saurez vous positionner sur la mission sur laquelle vous pourrez apporter le plus à l'entreprise, qui vous fera le plus kiffer et in fine qui apportera le plus de valeur à tout le monde. Donc un match avec donc soyez hyper actifs sur les job boards et des job boards spécialisés dans les secteurs que vous recherchez. 2, rebondissez sur l'opportunité, rencontrez les gens. En fait, c'est pas grave, postuler, parler. En fait, vous allez jusqu'à ce qu'en fait vous vous dites ah mais en fait c'est exactement ça ce que je veux faire je sais pas moi il y a 4 ans j'étais dans l'événementiel sportif, j'ai postulé chez Incheon Programme, qui est une startup qui accompagne des gens pour trouver un job en startup. Et en fait, ils m'ont proposé de bosser chez eux. Et en fait, eux, c'était une startup en RH dans le milieu entrepreneurial que je connais absolument pas, alors que je cherchais un job dans l'événementiel sportif. Mais en fait, le projet m'a fait kiffer et hop, j'y suis parti. Et c'était génial. Pareil pour Job That Makes Sense aujourd'hui. Donc, rebondir sur l'opportunité. Et enfin, troisième, je dirais, conseil, c'est soyez proactif dans vos recherches. C'est-à-dire, en fait, si des structures vous font rêver, si des personnes vous inspirent dans votre entourage, sur LinkedIn, etc., allez les contacter. En fait, l'écosystème Impact Positif est assez bienveillant, assez transparent, et je pense avoir jamais refusé, j'ai des demandes régulières, et j'ai jamais refusé je dirais, d'échanger avec quelqu'un
pour enfin expliquer plus mon métier, expliquer plus l'écosystème. Et en fait, souvent c'est en parlant. En fait, c'est que en parlant, je dirais, avec des personnes qui sont engagées, que vous allez non seulement déjà affiner ce que vous recherchez vraiment, connaître plus les codes et ce que font réellement les entreprises et les gens, et si ce n'est en fait, s'il y a un bon feeling avec la personne et que vous dites que vous êtes en recherche d'emploi et qu'en fait la structure vous intéresse et que vous dites bah en fait est-ce que vous recrutez pas, vous inquiétez pas, non seulement n'hésitez pas à le dire, mais en plus en fait moi je préfère que quelqu'un fasse la démarche de venir me voir, qu'elle soit intéressée par mon projet, qu'elle me dise mais en fait si t'as quelque chose pense à moi, bah c'est la première personne à laquelle je penserai quand je sortirai une offre d'emploi. Et en plus il y a énormément d'offres d'emploi qui sont jamais diffusées sur les réseaux. Donc en fait soyez proactifs dans vos recherches, soyez présents sur LinkedIn. Moi c'est le canal phare par excellence. Suivez des gens qui relayent souvent des informations pour être au courant de l'actualité. Je pense à une Juliette Noël, par exemple, sur LinkedIn, sur l'actualité, ou sur des acteurs comme Make Sense, l'Institut Transition, Little Big Impact ou autres, pour être sans cesse au courant de ce qui se passe dans l'écosystème, puisqu'en fait, quand vous allez passer votre entretien, oui, il faut avoir les compétences pour la fiche de poste. Oui, il faut savoir où on veut, mais aussi il faut avoir des codes, il faut connaître, enfin, si vous avez des codes et vous connaissez un peu ce qui se passe dans l'écosystème, dans l'actualité, ESS, etc., bah, ça va vous aider à trouver un job. Et puis dernier conseil, tant que j'y suis, et je suis encore dans le timing, oui, je suis dans le timing, incroyable, pour trouver un job dans l'impact, euh, les expériences associatives, bénévoles ou sur des projets personnels sont survalorisées. Dans l'économie traditionnelle, c'est vaguement un nice to have. Enfin, j'imagine que ce sera jamais mauvais. En fait, j'imagine que c'est un plus. Mais quand vous dites en fait que vous vous engagez en tant que bénévole dans une association ou autre, en fait, ça veut dire que bah, vous traduisez au quotidien votre engagement, vous démontrez des compétences en fait d'engagement, si ce n'est de facilitation, si ce n'est de mobilisation de bénévoles, etc. Et en fait, quand on est dans une structure à impact, souvent, bah, en fait, on est non seulement amené à parler à plein de parties prenantes différentes, à des bénévoles le lundi, à un syndicat le mardi, à une entreprise privée le mercredi, à une collectivité le jeudi, mais aussi en fait, on a souvent toute une communauté de bénévoles ou de gens. Il y a énormément de facilitation d'animation, et donc du coup ces expériences, je dirais de bénévolat, par exemple, vous pouvez suivre pendant 2 semaines un programme réaction chez Make Sense. Je vous laisse voir sur le site. Si vous avez des questions, vous me dites. En fait, vous permet de développer en 2 semaines des capacités de facilitation et d'animation de communautés de bénévoles. Voilà pour quelques conseils. Je sais pas si c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Eh ben, ouais, merci Nicolas pour tous ces conseils. Je pense que en tant que structure de l'ESS qui forme mais aussi qui recrute, on rejoint bien ce que tu dis, notamment sur l'engagement. Pour nous, enfin, je sais que c'est très important et je pense que autant justement du côté de l'entreprise que de la personne qui postule, en fait, il y a besoin qu'il y ait un vrai lien qui se crée via ça peut être en amont ou ça peut être via même le dossier de candidature, enfin comprendre que la personne a bien compris la structure et partage les mêmes valeurs. Et c'est même, je dirais, peut-être parfois plus important que les compétences, parce que les compétences, bah, on peut les apprendre sur le terrain. Mais enfin, tout dépend des compétences, évidemment, hein, si c'est quelque chose de très spécifique qui sort de notre champ. Euh, donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser pour qu'on puisse y répondre. Je vois qu'on est pile dans dans le timing, donc c'est vraiment parfait. En tout cas, déjà, merci à Laura, Martin, Frédéric et Nicolas pour tous ces points du webinaire. Donc, je vais voir si on a quelques questions peut-être qui sont arrivées. Il y avait Gabriel qui voulait en savoir un petit peu plus sur Nouvelle Voie. Martin, si tu peux en parler rapidement. Et sinon, j'ai partagé aussi le site internet dans le chat. Oui, tout à fait.
Alors, comme tu le disais en introduction, Nouvelle Voie, c'est un programme qui a démarré en septembre dernier. C'est le premier programme que notre institut a débuté avec 50 personnes qui se sont plongées dans cette aventure, certains en activité, donc en continuant à bosser à côté, d'autres en dispo, donc en ayant tout leur temps pour vivre Nouvelle Voie avec nous. En pratique, ces 3 piliers Nouvelle Voie pour permettre cette bascule vers le monde de la transition et mettre ses compétences au service d'une société écologique et solidaire. Ces 3 piliers, c'est des temps de formation, donc on en a en définitive peu comparé à un master qui pourrait être comparé à Nouvelle Voie sur un an, puisque c'est 220 heures. Le but, c'est de laisser un temps important pour les expériences en dehors, hein, sur ce que je vous partageais de la nécessité de se forger aussi ses propres capacités, hein. Comme on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en agissant qu'on devient un artisan de la transition. Et que du coup, il fallait avoir du temps pour. Donc, il y a 220 heures de formation, à la fois sur les fondamentaux de la transition, sur des compétences particulièrement utiles autour de deux grands enjeux, donc les fondamentaux de la transition, philo, économie, histoire, connaissance des grands enjeux écologiques et solidaires, des alternatives actuelles particulièrement porteuses de solutions, et après deux grands ensembles de sujets de compétences qui nous sont importantes, celle qui consiste à donner envie d'agir et à accompagner le changement, et celle qui consiste à accompagner le développement des organisations de la transition. Donc là où on a à chaque fois à peu près 40 heures, 50 heures sur des compétences de cette nature. Et sur les formations, on a aussi des temps qu'on appelle d'accompagnement au parcours de transition, qui sont plutôt des temps d'échange autour de sujets clés comme la légitimité, le choix, l'échec ou encore le temps du changement. Donc, ils sont là, du coup, des échanges plus transversaux et autour aussi de l'évolution professionnelle sur comment se fabriquer son réseau, d'accompagnement à la candidature, etc. Donc, ça, c'est globalement le premier grand ensemble qui consiste à avoir 220 heures de formation. Deuxième grand ensemble, deuxième pilier, c'est le mémoire de recherche. L'idée, c'est d'accompagner un mémoire de recherche, c'est-à-dire d'aider les personnes. C'est un rendez-vous par mois, en fait, avec deux accompagnateurs professionnels du sujet sur lequel la personne souhaite évoluer. Elle prend un sujet, donc elle va être son sujet de mémoire, par exemple le réemploi dans le monde du jouet, si on prend le cas de Sophie, ou que j'accompagne moi, ou la consigne alimentaire dans le cas de Laurence. Et du coup, en fait, le mémoire va permettre de vraiment mettre sur l'atelier de travail un sujet, d'aller rencontrer les acteurs, d'aller lire, d'aller écrire, d'aller fabriquer sa pensée pour être vraiment auteur de son action, de ses idées. Donc, c'est un mémoire qui fait potentiellement 80 pages, mais en fait, le but, c'est pas d'évaluer. La formation, elle a un principe de zéro évaluation, zéro obligation. Par contre, un accompagnement au choix et un accompagnement à l'auto-évaluation. Donc, il y a le but il y a une soutenance à la fin, mais le but, c'est pas de mettre une note. Donc, si la personne fait 20 ou 30 pages parce que c'est ce qui est pertinent, on va pas du tout le censurer. Par contre, on va dire, objectivement, ce serait vraiment, enfin, objectivement, en tout cas, subjectivement, nous, on pense que tu pourrais aller vraiment plus loin. Ça vaudra vraiment la peine que tu ailles plus loin sur ton mémoire. Surtout, lâche pas. Enfin, même si tu es un peu fatigué, lâche pas parce que là, ça vaut le coup. Ou alors, non, bah là, au regard de tous les enjeux que tu as, fais un mémoire un peu plus léger parce que tu as d'autres défis auxquels tu dois répondre. Donc, ce mémoire, c'est vraiment l'atelier de travail où les personnes bossent sur le fond. Et aussi, c'est un tremplin pour en gros, avoir des entretiens, on pourrait dire presque des entretiens métiers comme on les a, on va rencontrer des gens, mais dans une posture où on est beaucoup plus actif, beaucoup plus rayonnant parce qu'on est sur son sujet, quoi. Nous, on était un peu embêtés. En là, on a beaucoup de personnes qu'on rencontre sur des entretiens métiers qui arrivent où en fait ils parlent très peu d'eux. Ils ont beaucoup de questions, mais en fait finalement ils rayonnent pas beaucoup et on se souvient pas d'eux, quoi. On ne se souvient pas des prénoms ni de pourquoi ils étaient là. Enfin, on a beaucoup parlé, et là en fait l'idée du mémoire, c'est qu'en fait on se souvient vachement bien de la personne qu'on a vue nous parler du sujet qui était un lien entre elle et nous, quoi. Et enfin, le troisième pilier, c'est les missions de terrain. Donc, l'idée, c'est de proposer aux personnes de faire 1, 2, 3, 10 missions chez nos partenaires. Donc, on a une centaine de partenaires, un peu moins, 80, 90 partenaires du territoire qui proposent des missions dans lesquelles on peut agir seul ou en équipe pour répondre à un défi qu'elles rencontrent. Donc, ces missions, ça peut être mener une évaluation d'un chantier participatif avec des jeunes pour un bailleur social. Ça peut être mener un diagnostic pour la métropole de Lyon sur la transition écologique des industries, mais ça peut être aussi
animer des ateliers cuisine pour Belle Bouffe, donc il y a une asso autour de la cuisine, avec Habitat Humanisme dans ces escales solidaires et capitaliser sur comment ça a été, quel impact il y a eu. Donc c'est vraiment faire du terrain. Et en fait, toutes ces missions, elles bénéficient d'un accompagnement qui est entre 2 et 4 rendez-vous. Donc en fait, quand je fais une mission, par exemple, je sais pas, Elsa qui était sur les petites cantines pour aider les petites cantines à structurer leur implantation locale pour chaque petite cantine, du coup, on s'est vu 2 fois ou 3 fois, je me souviens plus, pendant 2 heures pour travailler la mission avec eux, ce qui fait que c'est une logique, un apprenti confronté à un défi et il y a une personne qui a un peu plus d'expérience qui lui partage des regards, des retours, des conseils, la met en lien avec d'autres pour qu'elle progresse. Donc c'est vraiment, les missions, c'est à la fois du terrain, mais c'est pas, on n'est pas lâché dans la nature, on est confronté à la nature seul, mais on a un accompagnement derrière pour dialoguer, échanger, réfléchir, conscientiser. Donc voilà, Nouvelle Voie, c'est ces 3 grands piliers sur un an, de septembre à septembre. Et donc là, on est en train de terminer les inscriptions. C'est le 30 juin. Donc s'il y a des gens que ça branche et qui ont envie de venir sur Lyon vivre cette aventure avec nous, vous avez jusqu'au 30 juin pour candidater. Après, si vous écrivez le 1er juillet, ça pourrait passer. Donc pas de panique si à minuit 1, vous n'avez pas fini votre dossier d'inscription. Hein. On n'est pas complètement con, donc on ne va pas empêcher des gens de s'inscrire une minute après. Mais du coup, c'est vraiment un enjeu d'accompagner les personnes à se forger leur propre métier, mais dans des métiers qui existent déjà potentiellement, dans des structures qui existent déjà potentiellement, mais vraiment se creuser leur trou et avoir un vrai accompagnement pour le faire, des vraies formations qui sont dédiées à ça. Et si vous allez sur le site, vous verrez tous les gens qui ont fondé l'Institut, c'est que des personnes qui ont du terrain dans les pattes avant d'avoir et qui ont conscientisé leur métier et leurs actions avant d'avoir des titres universitaires on a plutôt des titres universitaires parce que il a fallu faire des études, mais on a tous pour point commun d'avoir monté des projets, d'avoir des équipes qu'on a créées, qu'on a choisies, qu'on a employées, et savoir un peu ce qu'on attend derrière ces équipes, même si on est encore un peu jeune, hein, on a tous moins de 40 ans, mais du coup, enfin presque tous moins de 40 ans, mais du coup, on est vraiment en phase avec cette société de la transition, donc on partage pas mal ces expériences-là et c'est un peu notre marque de fabrique. On est des artisans de la transition qui accompagnons des futurs artisans de la transition pour venir rejoindre nos organisations pour mener la bataille de la transition écologique et solidaire. Alors, on va enchaîner, Martin. Il y a une autre question à propos de l'Institut. Savoir si on a des publications autour des différents métiers verts, verdissants, emploi de la transition, pour retrouver les différents exemples et catégories que tu as évoquées. C'est un peu, c'est mon rêve. Alors, je sais pas si cet été j'arriverai à m'y mettre vraiment parce que on a été tellement dans le jus cette année. Enfin, vous imaginez tous que le Covid et toutes ses conséquences, on va dire administratives, ont été un petit peu pénibles et donc on a un petit peu galéré, sachant que Nouvelle Voie est un de nos programmes et qu'on travaille sur d'autres programmes en parallèle. Mais un de nos rêves, enfin, particulièrement à titre personnel, mais avec d'autres, c'est aussi de pouvoir créer vraiment de mettre en lumière les métiers et les pratiques professionnelles qui en découlent. Pour le moment, on n'a rien malheureusement dessus. C'est un truc qu'on partage à l'oral, qu'on accompagne dans notre pépinière. Donc, on a tous les exemples d'entrepreneurs qu'on a accompagnés dans notre pépinière, mais on n'a pas encore réussi à le sédimenter dans un contenu accessible, appropriable, clair, lisible. Mais à terme, on a un peu le rêve de créer des fiches métiers qui présentent l'épicier de demain, sachant qu'on a tout un programme qui s'appelle Nouveaux métiers qu'on est en train de fabriquer avec des formations tremplins pour se lancer dans ces nouveaux métiers où on a envie de défendre les idées de qu'est-ce qu'un épicier de demain, qu'est-ce qu'un jardinier de demain, qu'est-ce qu'un gardien de demain, qu'est-ce qu'un animateur de la transition de demain, qu'est-ce qu'un animateur de tiers-lieu de quartier de demain, etc. Donc, on a une cinquantaine de métiers comme ça qu'on a en tête, mais il n'y a pas d'endroit où on l'a écrit, où c'est propre, où c'est beau et où on se dit qu'on n'a pas honte de le publier encore. Parce que c'est aussi quelque chose qui est encore en travail, quoi. Il y a des fois, le mot, il n'est pas encore sorti, quoi. Enfin, on ne sait pas encore comment appeler le truc qui est derrière des initiatives qu'on a accompagnées où on voit que ça marche, mais il n'y a pas encore un vrai nom derrière. Et puis après, il y a des noms comme Éco-Gardien où ça semble assez facile et évident. Mais peut-être qu'en fait, il y aura un autre nom plus encore meilleur qui sortira un peu du chapeau un jour. Donc on en est là malheureusement. On n'a pas de truc à partager là-dessus. Ça viendra promis. Top. Donc, Martin, tu as une proposition de Noémie de Ways to Shift qui veut bien participer à formaliser cette première version avec nous.
Donc, on a une question maintenant qui a un vaste sujet sur la rémunération. Est-ce qu'on aurait des éléments à partager là-dessus? Alors, sachant que c'est une question qui est assez vaste, Angélique, est-ce que tu as de quoi préciser peut-être ta question? Qu'est-ce que tu entends par élément? En tout cas, nous, c'est un sujet où on est en train qui est en pleine réflexion, notamment pour nos apprenants de nouvelle voix. Donc, je ne sais pas si Martin, euh, Frédéric ou Laura ou Nicolas, vous avez quelque chose à dire sur le sujet. Je ne sais pas trop à qui la rémunération à laquelle on peut s'attendre. Voilà. Donc, Angélique a précisé, de la question. Je vois Bon, que bah, Nicolas prend la parole. bon, bah, je peux. C'est la question à, à 10 000 euros, mais c'était pour pas euros dans la même réponse. Pas simple de répondre. Il est clair que de façon globale, les structures de l'économie sociale et solidaire rémunèrent moins que l'économie, je dirais, traditionnelle. Moi, je dirais presque à l'inverse, c'est que l'économie traditionnelle, en fait, surpaye pour attirer les talents. Parce qu'en fait, vu qu'ils peuvent pas attirer, je dirais, avec du sens, un projet en fait, enfin, qui est cohérent, dans lequel les gens ont envie de s'impliquer, etc., ils sont obligés de surpayer, en fait, pour attirer ce qu'on appelle les talents, quoi. Et après, on peut très bien gagner sa vie, je dirais, et travailler dans l'ESS. Moi, je vous invite à calculer je crois que votre RIB, votre revenu induit par vos besoins, c'est-à-dire en fait le minimum en fait dont vous avez vraiment besoin, je dirais pour bien vivre compte tenu de bah je sais pas votre loyer, votre famille, ce qu'on veut. Et en fait, ça se trouve c'est en dessous de ce que la société nous dit que c'est un bon salaire quoi. En fait, ça se trouve, je dis n'importe quoi, pas besoin je caricature exprès de 60, de 80K pour bien vivre. Et en fait, ça se trouve avec 40K, même avec des années d'expérience, on vit très bien. Je dis au hasard, hein. Et donc voilà. Et après, qu'est-ce que moi ouais, il y a Aurélie qui met un exemple enfin un benchmark de salaire, j'imagine. Vous pouvez aussi en trouver un sur Ignition Programme Simulateur de salaire. Je peux vous envoyer ça, sachant que là c'est plus en start-up, mais ça donne aussi un ordre d'idée. Sachant que là sur de ce que je vois sur l'économie sociale et solidaire, c'est plutôt la fourchette basse de ce lien-là, mais ça vous donne un ordre d'idée. Donc du coup, selon votre métier, votre expérience pro, ça vous donne un ordre d'idée. Euh, Existe-t-il de nouveaux contrats aidés pour pouvoir être embauché plus facilement par des associations? Eh ben, je passe gentiment la main à qui veut, je n'en sais rien. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais par exemple, si je réponds concrètement, par exemple, enfin, je sais pas, chez Make Sense, j'ai 4 ans d'expérience, on a une grille de salaire ultra transparente où on se positionne, et donc du coup, enfin, Make Sense, 4 ans d'expérience, bah là, en gros, je suis à 40, 43K dans ces eaux-là. Je veux dire, bon, je pense peut-être qu'on gagne relativement mieux que dans l'écosystème, mais encore que je suis pas sûr. Mais bon, du coup, je considère que je gagne très bien ma vie et rien à faire de gagner 2 fois plus en finance. Et je pense que ce qu'on peut dire aussi sur ce sujet, c'est qu'il y a une grosse, enfin, quand on parle des entreprises de l'ESS, en fait, dans l'ESS, sachez qu'il y a quand même des mutuelles, des assurances, enfin des mutuelles, pardon, des mutuelles et des banques aussi. Donc, il y a des associations, il y a des coopératives, il y a des SIC, il y a des fondations, en effet, merci. Et donc, du coup, il y a aussi une grosse disparité de structures et je pense qu'il y a une grosse disparité de salaire de manière générale. Mais c'est clair que c'est un sujet qui fait débat, on va dire. Et donc, comme ça a été indiqué au-dessus, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, il y a Gabriel qui a partagé le lien pour calculer son RIB, donc le revenu induit par vos besoins. Et Martin veut bien dire un mot. Donc, vas-y. Tout à fait. Alors,
si vous avez la possibilité d'aller découvrir effectivement le RIB et par ailleurs les écolos humanistes ou les travaux de Baptiste Milando, qui est un philosophe qui travaille en économie sur la justice sociale et environnementale, vous aurez probablement du grain à moudre pour moi sur ce qu'on peut attendre. Enfin, comme le disait Maël, pour moi, on peut rien attendre en tant que tel. Pour moi, la réponse, c'est tout et rien. Vous devenez, quand on parle d'écologie, de solidarité, vous avez un président de la Croix-Rouge qui pourra avoir une indemnité qui est considérable, comme pourrait être le maire d'une grande ville, comme vous pouvez avoir des bénévoles très engagés qui sont presque tous les jours, comme moi avec Ancilla, où j'ai été président bénévole et je le suis toujours, où en fait je trouvais des petits boulots à côté en tant qu'enseignant-chercheur, en tant qu'enseignant et en tant que chercheur, en tant qu'enseignant supérieur, pour avoir juste les 1 000 € qui me permettaient de vivre. C'est voir des personnes qui se mettent au RSA pour vous s'engager bénévolement en tant que militant pur et dur. Et en soi, c'est chacun qui va s'approprier, on va dire, sa propre situation. Et le RIB le permet. Par contre, ça s'inscrit quand même dans un rapport à ce qui est juste ou injuste en termes de rémunération. Et pour moi, c'est intéressant d'essayer de se donner des cases. Parce que quand on dit oui, c'est pas juste qu'on soit payé comme ça dans une association par rapport à dans une banque, bah c'est vrai, mais c'est peut-être pas la problématique. La justice, elle se situe peut-être pas dans le salaire de l'association, mais peut-être dans le salaire de la banque qui, pour le coup, se fait sur l'exploitation d'entrepreneurs, sur l'exploitation de travailleurs, sur l'exploitation de personnes qui sont dépossédées de leur richesse pour que des personnes se tapent des salaires mirobolants, y compris quand ils ont des fonctions tout à fait subalternes en fait en termes de temps de travail, d'énergie, d'engagement, de responsabilité. Et ça, pour moi, la première question à se poser quand on prend un niveau de rémunération, c'est est-ce que l'argent que je récupère, j'en prive des gens ou est-ce qu'on me prive d'argent pour rémunérer des gens qui sont bien plus rémunérés que moi? Donc rien que ça déjà, enfin, essayer de réfléchir en regardant la situation, ça donne des billes. Pour moi, quand on gagne 4 000 balles ou 5 000 balles avec des fonds publics, bah, en fait, mécaniquement, on doit se poser la question de quel argent, c'est 2 000 €, peut-être 3 000 € supplémentaires, voire davantage. Hein. Si je prends ma rémunération, j'ai jamais atteint 2 000 € net, moi. Donc, c'est 3 000 € ou 4 000 € excédentaires qui me sont versés. Enfin, qu'est-ce qu'ils auraient pu mener d'autre comme action qui aurait été nécessaire? Moi, j'ai une formule à Ancilla qu'on employait beaucoup. C'était pas du tout sur la question de la rémunération, c'était sur la question des buffets, où en fait, on me proposait de faire des buffets lors des événements avec des chercheurs. Et moi, j'ai toujours dit, on nourrit pas les riches. Moi, je viens d'un quartier populaire. J'ai grandi dans un monde bah, marqué par la culture populaire. Et en fait, l'idée de me dire que j'avais des potes qui allaient à l'aide alimentaire pour pouvoir bouffer et qu'on leur demandait de vérifier bien qu'ils étaient bien pauvres, qu'ils n'essayaient pas d'arnaquer l'aide alimentaire, etc. Quand après, on va balancer de la bouffe pour des chercheurs, bah, en fait, ça me pose la question fondamentalement on va pas donner gratuitement des trucs à bouffer à des gens qui pourraient se le payer. On met un petit food truck, et les gens, ils prennent, ils payent, s'ils ont faim, ils s'achètent 3 fois plus la ration, mais il n'y a pas besoin de leur donner des petits fours gratuits, quoi. Et c'est la même chose pour la rémunération, de se dire, bah, en fait, cet argent que je vais avoir, est-ce qu'il n'y a pas un autre usage, en fait, qui serait peut-être plus nécessaire dans la structure dans laquelle je suis, ou dans la société, et est-ce que finalement, il y a des gens à qui on a privé vraiment d'avoir cette ressource pour me la donner à moi, quoi. Et ça, c'est des raisonnements qui, à mon avis, se permettent de réinterroger de manière plus juste la rémunération. De même qu'on peut se retrouver à des endroits où je peux être payé 3 000 € dans la banque et en fait me faire clairement voler, quoi. Parce que je travaille comme un forcené et en fait, c'est pour payer les revenus d'actionnaires qui, eux, vont être complètement surrémunérés. Et donc, moi-même, je vais être très exploité. Donc, en fait, cette question de l'exploitation, à mon avis, est assez importante pour pas considérer le salaire comme une abstraction qui simplement serait juste parce que j'ai 3 000 balles à un endroit et injuste parce que j'ai 1 500 à un autre, quoi. Il n'y a pas une logique objective du salaire. Il y a un rapport à la structure et sa capacité à fabriquer de la richesse. C'est sûr qu'une association qui fonctionne à 80% sur du bénévolat, sa capacité à créer de la richesse, c'est pas la même que l'Institut de transition où les personnes qui suivent la formation payent avec leur poche ou avec leur organisme de formation et du coup pas avec leur opco de leur entreprise. Et du coup, on n'a pas les mêmes situations. Par contre, nous, typiquement à l'Institut, on a pris la décision que les salaires des personnes de l'Institut seraient les mêmes que les salaires d'Ancilla, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence de salaire parce que l'Institut est situé sur un plus gros pipeline à argent que Ancilla, qui clairement est situé sur une énorme
un pipeline à trous parce que à chaque fois qu'on a un peu d'argent, il y a plein d'actions à mener parce que on est toujours en train de courir après le temps et l'action, quoi. Merci Martin. En tout cas, c'est sûr que c'est un vaste sujet et qui fait débat et dont chacun a sa façon on va dire de voir les choses. Donc c'est assez complexe. Euh, donc là, on a une question sur les nouveaux contrats aidés, donc posée par Audrey. Est-ce que justement il existe des nouveaux contrats aidés pour être embauché plus facilement dans des associations? Alors, du coup, je sais pas, peut-être Martin ou Frédéric, vous auriez quelque chose à dire là-dessus? J'ai oublié le nom du contrat parce qu'effectivement, il y a des contrats aidés alors pour les jeunes, enfin, qui sont les héritiers du CUI-CAE, pour ceux qui ont connu cette époque. Ouais, c'est les contrats PEC, parcours emploi compétences. Merci. Voilà, Frédéric, il peut en parler mieux, je t'en prie. Comme tu Euh, réagissais pas, je me suis dit que tu n'allais pas y aller et du coup, je pense que tu as plus d'éléments que moi. Oui, pas grand-chose à dire. Donc c'est effectivement des contrats alors qui ont été un peu modifiés, donc qui étaient des contrats d'accompagnement dans l'emploi et qui maintenant sont des parcours emploi compétences et qui la modification en fait du principe c'est que c'est tripartite. Donc on signe avec donc c'est la structure, le salarié et Pôle emploi puisqu'on s'engage sur tout un programme de formation aussi tout au long du contrat. Ça change, les conditions changent très régulièrement selon le nombre d'emplois. Je pense que cette année, il y en aura un peu plus parce que à l'approche des présidentielles, souvent, il y a beaucoup de contrats aidés de ce type qui se développent. Pour la structure, en fait, c'est des contrats qui sont pris en charge par l'État. Alors, selon les périodes du quinquennat, ça a été entre 40% et 70% du salaire sur base 20 heures et sur base SMIC. Donc, c'est un peu, voilà, si la structure veut payer plus, ben la partie n'est pas aidée. Voilà, et c'est sur critères, en fait, c'est sur critères de la personne. Donc, c'était principalement sur les personnes qui étaient 48 mois au chômage, enfin 24 mois plutôt, pardon, au chômage sur la période précédente, et ou sur des difficultés de parcours, ça se justifie, voilà, enfin ça aussi c'est assez fluctuant. Les jeunes ont des possibilités un peu plus simples avec effectivement le plan Un jeune, une solution là, qui est cité dans le chat. Et donc l'idée de ce plan Un jeune, une solution, c'est que tous les jeunes effectivement aient une solution d'emploi ou de formation dans le cadre de leur parcours. Merci Frédéric pour ces éclairages. Alors, il me semble qu'on n'a plus d'autres questions, donc je ne sais pas si vous avez encore une question, mais bon, on approche de l'heure de fin de webinaire, donc je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, ce qu'on peut retenir, je pense, de tout ça, de tous ces échanges, c'est que il y a clairement des métiers à créer pour continuer cette transition écologique qui est déjà enclenchée et, euh, et qui a besoin en fait des compétences de tout le monde. Donc n'hésitez pas dans ce cheminement de vous faire accompagner, de vous former, parce que du coup ça paraîtra, je pense, beaucoup plus facile, notamment enfin pour les personnes qui ont peut-être pas beaucoup de soutien autour d'elles, qui viennent peut-être d'un domaine très loin de la transition, ou parfois je sais que ça peut ne pas être facile et on peut se sentir très très seul là-dedans. Et donc, du coup, vraiment se faire accompagner et former, c'est, je pense, primordial. Et même pour les personnes qui sont déjà bien dedans, il y a toujours des connaissances et compétences à acquérir et des réflexions à avoir aussi sur soi, sur le monde, sur ce qui nous entoure. Donc voilà, merci beaucoup à tous et puis passez une bonne après-midi et une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Maëlle. De rien. Bonne journée.
Merci. Merci aussi. Bonne journée. Merci Maël, merci à tous et toutes et tous d'être venus.